Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler finance et littérature. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'être en compagnie de Laurent Seyer. Salut Laurent. Bonjour Pierre. Alors, en préambule, ou en préface, puisqu'on parle littérature, je dois remercier Bruno, mon pote Bruno Coq, qui est le PDG de certitude.imo. Allez voir, allez checker, c'est sa boîte, sa start-up. Il y a vraiment des trucs à y faire, certainement. Et puis surtout, au-delà de ça, il nous a mis en contact avec Laurent, et je l'en remercie infiniment. Alors, Laurent, il a cette particularité d'avoir et un profil LinkedIn, je vous raconte même pas lequel, et une fiche Babelio. Et c'est très drôle parce que dans le sous-titre de son profil LinkedIn, il y a écrit, ça doit être financier et romancier ou quelque chose comme ça, c'est ça ? Banquier romancier. Ah ouais, banquier romancier. Financier romancier, ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi, voilà. C'est alors, plus exact d'ailleurs. Bah justement, alors on va creuser un petit peu tout ça. Et Laurent, est-ce que tu veux bien en quelques mots, te présenter. Me présenter, eh bien donc j'ai 57 ans, je suis marié et j'ai 5 enfants qui sont en fait 5 filles. Ouais. Et donc je partage mon temps entre 3 activités de type professionnel, oui, qui sont d'une part je suis administrateur indépendant du conseil d'administration de la banque Natixis. D'accord. Je suis aussi business manager. Ça pèse combien Natixis aujourd'hui ? Natixis, alors c'est plus coté en bourse, puisque ça fait partie du groupe BPCE. Ouais. Ça a été coté en bourse jusqu'à l'année dernière, en fait. Et maintenant, ça fait partie du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ouais. Et ça regroupe, en fait, ce qu'ils appellent les métiers globaux du groupe BPCE, c'est-à-dire d'un côté l'asset management, avec Natixis IM, et de l'autre côté, la banque Corporate and Investment Banking, donc la banque de marché et de capitaux et d'investment banking. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est le quatrième banque d'investissement française, quelque chose comme ça. Et ça fait quoi un administrateur indépendant ? Un administrateur indépendant, ça participe au conseil d'administration. Ouais. En l'occurrence, moi, vu que mon background est précisément dans ces 2 métiers, puisque avant d'être écrivain, j'ai partagé mon temps entre la banque de marché et l'asset management. Mmh. Donc, en tant qu'administrateur indépendant, on doit assurer une forme de supervision de l'entreprise à travers les instances de gouvernance. Moi, je suis en particulier président du comité des risques, président du comité US Risk, donc avec une relation particulière avec le régulateur américain. Mmh. Donc, on essaye d'apporter notre compétence, notre expertise avec des regards totalement différents. Donc, moi, je suis un petit peu l'expert ou le pro de la bande dans le conseil d'administration de Natixis. Les autres administrateurs indépendants, en fait, viennent d'autres horizons, ce qui est très intéressant. Il y a par exemple Nicolas Taverneau, qui est le patron de Natixis,
Donc voilà, ça donne un mélange de regards sur l'entreprise au niveau de supervision, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'être dans l'opérationnel, mais même si les régulateurs nous poussent de plus en plus à être présents. Et donc en fait, c'est assez prenant. Ça me prend davantage que ce que je croyais, notamment à travers les comités en fait, qui sont notamment pour une banque de marché, quand on s'occupe des risques, assez techniques. Il y a beaucoup de régulations, beaucoup de rapports réglementaires, beaucoup de ratios à suivre, etc. Donc ça, voilà, c'est une contribution à la gouvernance d'une entreprise. Donc ça, c'est ta première carte de visite. Ça, c'est ma première casquette aujourd'hui. La deuxième, donc, c'est que je suis business angel. D'accord. Donc j'investis dans des startups et puis que j'accompagne après. Donc j'ai investi dans un peu plus d'une vingtaine en direct et ou avec des clubs et de business angel, et je suis membre du comité stratégique. Là, comme c'est des petites boîtes, il n'y a pas encore le formalisme d'un conseil d'administration d'une grande entreprise, mais il y a en général ce comité stratégique qui nous permet d'échanger avec les entrepreneurs, de leur apporter notre expérience, notre soutien, etc. Donc, je peux te poser une question indiscrète? Si t'es business angel, c'est que t'as de l'argent à placer. Donc ça veut dire que ta carrière dans la finance et dans la banque a été couronnée de succès alors? C'est ça. Comme j'ai pas eu encore le prix Goncourt, donc effectivement l'argent vient plutôt de ma carrière dans la finance que de ma carrière littéraire. Ok, d'accord. Mais oui, ça on pourra en parler quand on refera mon parcours, mais on va dire que comme j'ai occupé des postes de direction générale au cours des 15 dernières années, j'ai effectivement assez bien gagné ma vie. Et puis surtout, en fait, la bascule, ça a été mon dernier poste, où j'étais chez MSCI, donc qui est une société américaine cotée en bourse de New York, qui fait partie de l'indice S&P 500, qui est une boîte en fait qui fait des indices boursiers et des logiciels d'aide à la décision d'investissement pour les investisseurs institutionnels. Donc c'est une boîte qui, elle, pour le coup, pèse, alors j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais plusieurs dizaines de milliards de dollars en bourse, et qui, alors quand je l'ai quitté, faisait un chiffre d'affaires d'un milliard et demi. T'avais des stocks? Et donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint cette entreprise en 2014, fin 2014, avec pour mission de booster les ventes. J'ai rejoint comme Chief Client Officer, donc responsable de tout ce qui était vente et ensuite marketing, au niveau mondial sur l'ensemble des métiers. Ah oui. Et comme c'était une boîte cotée en bourse, effectivement, on nous avait donné, on avait un plan en fait à 3-4 ans, et qui était à l'américaine, totalement indexé sur les résultats, et en fonction des résultats, enfin du fait si on atteignait les objectifs ou pas, on touchait plus ou moins d'actions, et on a explosé tous les objectifs, donc j'ai touché beaucoup d'actions. Trop bien. Mais ça veut dire aussi que je peux te brancher sur les sujets intelligence artificielle, aide à l'investissement, etc. Ah bien sûr, c'était un des métiers principaux de MSCI, qui avait racheté en fait historiquement deux boîtes, une qui s'appelait Barra et l'autre qui s'appelait Riskmetrics, qui sont vraiment des boîtes on n'appelait pas ça à l'époque de l'intelligence artificielle, mais avec de la gestion de données, des serveurs de bases de données incroyables, et des outils de calcul de risque financier pour essayer de trouver le bon prix des actifs financiers. Et puis à côté de construction de portefeuille, donc des outils informatiques. On avait plusieurs serveurs dans le Nevada, au Texas. Enfin, c'était en fait une énorme boîte informatique. D'accord. Mais on va remonter un peu le fil. Explique-moi comment... Alors, ma troisième casquette, parce que... Ah oui, merde, zut. J'allais dire merde, je suis romancier, voilà. Et que je viens de publier en octobre mon troisième roman, aux éditions Finitude, qui s'appelle D'étranges auteurs. Voilà, mais on pourra en reparler. On reparlera de l'histoire de Jean et Odette. Avec plaisir. Parce que là aussi, il y a plein de trucs à raconter. Je pense qu'on est parti pour un bon moment. Ça peut durer. Raconte-moi comment le petit Laurent, qui est quand même au lycée Henri IV, se fait Sciences Po et finit dans une banque. Ouais, alors le petit Laurent, au début, il n'est pas vraiment au lycée Henri IV, parce que j'ai fait mon hippocagne au lycée Henri IV, tu vois, donc factuellement c'est vrai, mais ça pourrait donner l'impression que je suis né soit dans les bons quartiers, une cuillère en argent dans la bouche, en tout cas dans un milieu un peu privilégié, ce qui n'était pas du tout le cas en fait. Je suis né dans un milieu très modeste, j'ai été élevé par ma maman,
seul. J'étais le dernier d'une fratrie de 4. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans, et donc ma mère était secrétaire dans un lycée d'éducation nationale. Elle était elle-même fille d'ouvrier agricole italien qui avait immigré en France un peu avant. Donc il n'y avait rien à hériter. Voilà, rien à hériter, et un milieu pas du tout connecté, j'allais dire, ni sur le monde de l'entreprise, ni sur le monde intellectuel ou parisien. Donc moi je suis né à Montreuil, dans le 9-3. C'est là que on vivait, c'est là qu'était l'appartement des parents. Et donc je suis, comme Annie Ernaux est à la mode, ce qu'on peut appeler un transfuge de classe. Voilà. Et donc en fait, tu as bénéficié de l'ascenseur républicain. Absolument, tout à fait. Je sais que parfois certains se plaignent que cet ascenseur ne fonctionne plus. C'est peut-être le cas, je sais pas, mais en tout cas moi je suis un exemple du fait qu'il a fonctionné. Donc comment t'atterris à H4 alors, parce que de Montreuil à H4 je passe mon bac, j'avais un bon dossier, donc je fais effectivement une hypocagne là-bas. Parce que, alors dès le début, en fait, j'ai toujours été un peu tiraillé entre les sciences et la littérature. Donc j'étais à l'époque, il y avait des sections scientifiques ou littéraires. J'étais en première scientifique, et puis je fais le choix de passer en section littéraire. Donc je passe un bac A à l'époque. Alors que ça m'était plutôt déconseillé parce que ça ouvrait moins de portes, c'était moins reconnu, moins prestigieux, etc. Mais c'est ce qui me plaisait, donc je me pose pas trop de questions, je fais mon bac A, et puis comme j'aime bien ça, je me dis je vais prolonger le plaisir, et je fais effectivement une hypocagne. Et là, en fait, je m'aperçois que je suis pas à ma place. Notamment peut-être à H4, je pense que j'étais pas tout à fait au niveau, et puis surtout, j'étais le seul à lire l'équipe. Et donc du coup je me sentais un peu seul. Mais oui, parce que t'adores le foot, on l'a pas dit. J'adore le foot par ailleurs, et puis voilà, donc je me suis vite aperçu qu'en fait c'était sans doute pas pour moi, et puis que le fait d'être enseignant, qui était quand même, si je continuais dans cette voie, passer la grecque, etc., c'était ce qui semblait le plus logique. À l'époque, voilà, m'attirait pas. Donc je change, je bifurque en fait, et je suis pris, je passe le concours, et je suis reçu à Sciences Po Paris. Et donc voilà, ça c'est, je fais Sciences Po Paris après avoir fait avec une bourse en tant que boursier. Ah, mais c'est notable, c'est notable. Parce que voilà, tout ça était très nouveau pour moi, et puis à la fin de Sciences Po, je passe l'ENA, je le rate, je pars faire mon service militaire pendant 1 an, en me disant après le service militaire, je repasserai l'ENA, et puis entre-temps, je suis pris au concours de l'inspection de la Société Générale, que je passe un peu par hasard, et je suis pris. Et puis j'aime bien les hasards. Pourquoi un peu par hasard? Parce que c'était vraiment par hasard, parce qu'encore une fois, j'avais très peu de connaissances du monde de l'entreprise, etc. Via Sciences Po, comme j'étais dans la section service public, voilà, je connaissais un peu les concours administratifs. Il se trouve que la Société Générale avait été nationalisée quelques années plus tôt, et donc on rentrait à l'inspection de la Société Générale par un concours qui faisait partie des concours administratifs. Et donc à Sciences Po, c'était resté un petit peu dans les choses qui étaient annoncées. Donc j'entends parler de ce concours un peu par hasard, au même titre que je m'étais préparé à passer l'ENA ou le concours de l'Assemblée nationale, etc. Mais sans avoir vraiment une idée très précise de ce qu'on fait dans une banque, ni de est-ce que j'ai envie de faire ça. Mais je suis pris, et puis je pars à l'armée, et puis en fait, je laisse passer l'année de l'armée, et puis du service militaire, et puis à la fin du service militaire, je me dis ça sert à rien de repasser l'ENA. Alors en fait, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que j'avais quand même analysé un tout petit peu les différences de salaire, notamment sur les premières années, entre ce que j'allais toucher dans la banque et ce que je toucherais éventuellement dans une sous-préfecture en tant que jeune énarque. Et il y avait quand même un écart, et que moi, comme j'avais pas du tout d'argent et que je voulais fonder une famille, et c'est vrai que ça a joué. Je suis allé vers le job qui me paraissait le plus rémunérateur. Et puis la deuxième raison, c'est que je m'étais dit, si j'ai l'ENA, je m'engage en politique. Alors pas pour être élu, ça m'intéressait pas, mais je me mets au service d'un homme politique. J'en avais choisi un, d'ailleurs, il l'a jamais su, le pauvre, mais en tout cas, moi dans ma tête, je l'avais choisi, c'était Philippe Seguin, qui m'inspirait beaucoup. Et puis en fait, à l'époque, je commence à avoir un projet de me marier avec Florence, et elle me dit la politique, je le sens pas. Et donc voilà, ça, je préférais que tu fasses autre chose. L'amour a été plus fort que la politique.
Exactement. Et donc, voilà, et ça a été la banque. Et donc, te voilà sur un chemin de banquier. Alors, à la Société Générale, tu vas rester 16 ans, c'est ça? Un truc comme ça? 16 ans, oui, même plus en comptant mon dernier poste qui est l'Ixor, qui est en fait une filiale de la Société Générale. Alors c'est vrai que j'étais directeur général de l'Ixor, qui était une filiale de gestion de fonds, donc qui était un peu à part, mais ça restait dans le groupe Société Générale et c'était assez intégré. Donc en tout, ça fait 24 ans en fait. J'ai fait 24 ans, j'ai fait 4 postes, chacun 4 métiers en fait vraiment différents, chacun à peu près 6 ans, plus ou moins. Mais moi, je pensais qu'il fallait être X ou centralien pour avoir des postes de direction dans ces boîtes-là. Eh ben, c'est le cas, sauf pour moi. J'étais le seul. Voilà. Donc, quand je me suis retrouvé au comité de direction, notamment de la partie marché de capitaux, j'étais le seul en fait à ne pas être X central ou NSAE. Ouais. Voilà. Donc ça a été ma vie. Je me suis retrouvé dans ce milieu. J'ai toujours choisi d'aller dans des secteurs en fait un peu contrariants pour moi, c'est-à-dire j'aimais être avec des gens différents de moi. Oui. J'aimais peut-être sortir de ce qui était une zone de confort ou je sais pas. En tout cas, je suis toujours allé chercher des expériences qui n'étaient pas les plus évidentes, les plus faciles en apparence. Et donc, en essayant de trouver à chaque fois en quoi le fait d'être différent dans un milieu pouvait me distinguer et pouvait faire que éventuellement j'avais quelque chose à apporter que les autres n'avaient pas et que c'était peut-être ça qui allait faire que ça allait marcher et que j'allais être utile. On a tous à un moment ou à un autre le syndrome de l'imposteur. Dans un milieu comme ça, il faut tenir la barre. Alors, quand même. Hein. Moi, je pense que je l'ai jamais eu en fait, d'une part parce que j'étais plutôt du genre quand j'étais jeune à avoir confiance en moi de manière un peu idiote parfois ou irraisonnée, mais c'était mon tempérament, on va dire. Et puis surtout, en fait, je me sentais pas imposteur parce qu'il y avait aucun doute, ils étaient tous meilleurs que moi. Ça me mettait au contraire très à l'aise. C'est-à-dire que je n'ai jamais cherché à être meilleur que les autres sur le plan technique. Parce que, par principe, je savais que sur les aspects purement mathématiques, financiers, etc., ouais, tu pouvais pas courir. On n'était pas en concurrence. Ouais. Et en fait, ça m'a énormément servi quand je me suis retrouvé en position de direction, parce que je n'avais aucune peur de recruter des gens meilleurs que moi. En termes de leadership, c'est génial. Et je pense que ça a été en fait une des raisons pour lesquelles ça a marché. Ouais. C'est parce que j'ai remarqué ça en fait par la suite, c'est que c'est très très rare en fait les leaders qui recrutent des gens meilleurs qu'eux. Et j'ai vu des tas de cas où c'était l'inverse, y compris dans mes équipes, où j'engueulais les gens et où je leur disais arrêtez de me ramener des profils qui sont 3 crans en dessous de vous. Ce que je veux, c'est votre successeur. Désolé de vous le dire comme ça, mais et donc moi, je raisonne comme ça avec vous. Je vous recrute parce que je pense que dans 3, 4, 5 ans, vous pourrez prendre ma suite. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur mon dernier poste. Celui qui a pris ma suite, c'est quelqu'un que j'avais recruté, et comme j'ai organisé un peu mon départ, puisqu'il était volontaire, on a pu gérer ça de manière très très simple, et pour moi, c'est une grande fierté en fait. Ça. Ouais, c'est une bonne leçon de leadership, certainement, de management peut-être, mais en tout cas... Ça pose la question plus large aussi de savoir est-ce que ce sont les experts qui doivent diriger dans l'entreprise. Moi, j'ai une réponse, mais bon... Non, définitivement non. Oui, alors il y a pas je pense pas qu'il y ait de réponse dans l'absolu. Hein. Après, c'est chacun trouve son chemin. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que je n'étais pas expert du secteur dans lequel j'ai excellé, où j'ai réussi, et dans lequel on m'a demandé d'occuper des postes de direction. Ça m'a beaucoup surpris au départ, pour être franc. Je m'y attendais pas du tout, et je me suis donc beaucoup interrogé. Et pourquoi ils t'ont choisi toi alors ? Voilà. En fait, au début, je comprenais pas. Je disais, mais non, lui, il est meilleur que moi, ou elle est meilleure que moi, et donc pourquoi moi ? Et donc j'ai beaucoup réfléchi réfléchir, ça veut dire interroger les gens, utiliser après tous les outils qu'on a de 360, de feedback dans l'entreprise, etc., de coach, pour essayer de comprendre en fait comment les autres me voyaient et qu'est-ce qui faisait que du coup, bien que je ne sois pas le meilleur dans le domaine, ils me demandent de diriger la boîte. Bon. Peut-être que on le saura à la fin de l'entretien, donc que les gens pourront se faire leur avis sur est-ce que j'avais effectivement quelque chose de différent. Ça veut dire que tu étais à l'ASG aussi en 2008 avec la crise des subprimes.
Ouais, ça, on a connu 30 Ça a été ans de carrière dans rock'n'roll la ou pas? finance. Là, on a connu des drôles de moments. Ouais. Ouais. Bah oui, l'affaire Kerviel, j'étais là, bien évidemment. Et oui, il y a eu ça. J'avais zappé ça, Il tiens. y a eu ça juste avant et bah alors moi j'étais à l'époque déjà directeur général de l'IXOR, donc dans une activité un peu indépendante de la banque, mais je faisais partie du comité de direction des activités de marché de capitaux. D'accord. Donc j'étais là le matin où on nous a annoncé, enfin le chef de On a découvert le cette trou. activité, qui est un copain, nous a annoncé en fait, voilà ce qui s'était passé. Moi, je m'en rappelle, il avait fait un call la veille au soir pour prévenir les gens du comité de direction et je l'avais raté le call. Ouais. Et donc j'étais dans ma voiture, j'arrivais à la Défense. Et puis j'entends une annonce à la Société Générale, une perte de 5 milliards, et je me dis oh putain les cons. Et puis en fait c'était nous. Donc je monte et je me rends compte qu'en fait les cons c'était nous. Oups. Donc voilà. Donc ça a été une expérience assez forte, bien évidemment. Ah oui, tu m'étonnes. Alors c'est quoi le si on veut donner un peu des métriques, c'est quoi tes faits d'armes à la Société Générale Eh pour faire vite, je te dis, j'ai fait 4 métiers. Donc le premier, c'était l'inspection, donc on va dire une sorte d'audit interne rattaché à la direction générale. Là c'est une école d'apprentissage, on va dire. Puis de toi à moi, ça permet de bien connaître le métier aussi. Tout à fait. Non, parce que tu dis, moi j'étais pas expert, mais bon, voilà, tu te fais quand même 8 ans à l'inspection générale, quasiment 9 ans à l'inspection générale, bon voilà. Ouais, un peu moins, mais non, oui, j'ai bossé, bien évidemment. Après, en fait, le fait d'être expert, c'est vraiment pour moi. Après, j'ai bossé, et puis avec le temps, avec l'expérience, je m'y connais quand même un peu. Vous voyez à peu près de quoi on parle. Je comprends de quoi il s'agit, mais je sais la grande différence, c'est que je peux pas être créatif. Voilà. Ouais, je peux pas inventer des produits. Je savais ça dès le départ, et donc je savais qu'en revanche, du coup, il fallait que j'apporte autre chose. Et donc le autre chose, c'était peut-être de comprendre pourquoi certains produits allaient être plus pertinents que d'autres pour le marché, comprendre comment il fallait parler aux clients, faire le lien justement entre les experts et les clients qui allaient utiliser les produits. Ça a été ça un peu mon angle et ma valeur ajoutée. Donc l'inspection. Après, en fait, j'ai travaillé dans les fusions-acquisitions. Et d'abord pour la banque, et donc là, ce qui est un peu mon premier fait d'armes, c'est que j'ai participé, j'étais un peu le pilote, le chef d'orchestre de l'équipe opérationnelle qui a fait le rachat du Crédit du Nord, donc qui était en fait la première grosse acquisition faite par la Société Générale à l'époque, et puis qui a un grand succès. Donc ça, c'était, moi j'étais jeune, je venais de finir l'inspection, donc j'avais 25 ans ou 27, 28. Et puis concrètement en fait je rachète une banque donc je me rappelle parce que en fait j'ai acheté mon premier appart avec ma femme juste après et on se retrouve chez le notaire, mais c'était genre 15 jours après qu'on avait signé le deal du rachat du Crédit du Nord, et puis on rachète l'appart, et le notaire, on était jeunes, nous dit c'est votre première acquisition, vous devez être content, ça vous impressionne pas un aussi gros chèque, de signer un aussi gros chèque? Et je le regarde, je dis non, moi je viens de racheter une banque la semaine dernière, donc mais c'était une très belle expérience. Après fusion-acquisition à Londres, et puis là je décide de quitter les fusions-acquisitions en fait par un choix personnel qui était, à l'époque on parlait pas encore beaucoup d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça faisait partie des questions que je me posais, tu vois. Et en tout cas à cette époque-là, clairement j'ai fait le choix de quitter les fusions-acquisitions à cause de ça. Parce que normalement fusion-acquisition c'est des semaines à 80-90 heures quoi, hein. Ouais, c'est l'esclavage. Ouais. C'est l'esclavage. Moi, j'avais donc 4 et bientôt 5 enfants à l'époque. On était à Londres et bon, en plus, la générale était pas mauvaise en fusion-acquisition, mais on n'était pas dans le top. Et c'est un métier où c'est vraiment chiant quand t'es pas dans le top, parce que tu conseilles les clients, mais en fait t'es troisième conseil derrière. Tu fais le lièvre. C'est Rothschild, et en fait tu sers pas à grand chose. T'es toujours là à essayer de récupérer les infos. C'était un peu frustrant. Tu bosses tout le week-end sur un pitch, tu vas chez un client, puis il te dit que ça fait 6 mois que Lazare lui a parlé de cette opportunité. Enfin voilà. Ouais, donc je me suis dit, soit je vais faire ce métier-là chez un leader, soit je reste à la Générale, mais il faut que je change de métier. Et j'ai préféré rester à la Générale et changer de métier parce que, encore une fois, c'était un métier où il y avait
pas vraiment de limite. C'était notamment les week-ends en fait. Ça me dérangeait pas de bosser tard le soir puisque bon, ça faisait partie un peu du truc. Et puis j'ai toujours bossé beaucoup comme tout le monde dans ces métiers. Mais en revanche, comme j'avais mes enfants, moi il y avait deux trucs, c'était les week-ends et les vacances. J'ai toujours pris tous mes jours de vacances. J'ai des copains qui ont fini ou des copines qui ont fini leur carrière avec 100 jours de RTT. Moi j'avais 0 sur mon compte RTT quand j'ai quitté la France parce que je prenais mes vacances et pendant les week-ends, bah, je les passais avec ma famille, quoi. Et en M&A, c'était pas possible. En tout cas, c'était pas comme ça que les gens le voyaient. Et donc, je me sentais pas assez fort pour lutter contre ça et résister à ça. Donc, j'ai préféré changer de métier. Alors, M&A, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Merger and Acquisition. Voilà. Donc, c'est effectivement cette activité de fusion-acquisition. Et donc, t'arrêtes ça. Et puis donc, je rentre après ça. Donc, je rentre dans le monde des dérivés actions, qui était un peu le joyau de la couronne chez la Société Générale. Donc les dérivés actions, c'est tous ces produits financiers sur les produits boursiers, on va dire. Hein. Quand on dit actions, c'est les produits boursiers et donc une activité en très très forte croissance à l'époque, avec beaucoup d'innovation et un peu le secteur aussi donc où certains excès ont eu lieu très clairement. La finance un peu débridée, un peu magique, parce que c'était une époque où tout nous réussissait, les marchés montaient, on avait des leviers incroyables, on prenait des risques importants. On était très créatifs, les gens étaient extrêmement brillants dans ce secteur. Peut-être un peu trop. Hein. Parfois un peu trop. Le problème quand tu es champion du monde, c'est de croire que tu es. Il faut. Et nous, on l'était parce qu'on était vraiment très bons. Mais potentiellement, tu baisses un peu plus ta garde, ouais. Exactement. Et après les produits dérivés, tu pars faire du marketing, c'est ça? Produits dérivés, après, en fait, donc, pendant que je faisais les produits dérivés, je m'étais occupé un peu du marketing des produits dérivés. Donc ça, c'était un truc très, très en vogue dans les banques. C'était notamment d'essayer d'obtenir des prix, pour être reconnu. Et puis, moi, sur le marketing de ces produits, là, je pense que ce que j'ai vraiment apporté, c'était justement le fait de renverser un peu la logique. C'est-à-dire que comme c'était des techniciens qui faisaient des produits techniques, quand ils parlaient, des produits aux clients, ils décrivaient le produit. Et donc on comprenait rien. Et en fait, on avait des brochures marketing avec des formules mathématiques. Et moi, j'étais capable de leur dire désolé, mais moi je comprends pas. Et bah si, tu comprends. Ouais. Je dis mais en fait, je comprends pas, non, parce que là, tu vois, c'est pas écrit dans un langage que tout le monde peut comprendre. Et donc, il faut pas parler du produit en le décrivant. Il faut parler du produit en expliquant ce qu'il va faire pour le client. Et donc là, tu renverses complètement la logique. Bon, ça a été, je pense, un des apports que j'ai pu avoir dans cette activité. Au niveau marketing, et puis après je suis parti en fait chez Lyxor comme directeur général parce que j'en avais un peu marre du monde des produits structurés. C'était un peu trop court-termiste pour moi. Quand tu dis t'es parti, on te l'a proposé ou Non, j'ai demandé en fait. Alors moi c'est sans doute le meilleur poste que j'ai eu parce que j'étais responsable du marché suisse sur ces métiers-là. Donc c'est des toutes petites équipes, on était une dizaine. Et c'est des chiffres de rentabilité complètement délirants, surtout à l'époque. Donc nous on faisait, quand je suis arrivé, on faisait 30 millions, je crois à peu près de chiffre d'affaires. Et quand je suis parti 3 ans après du desk suisse, on faisait 80. Donc et on était une dizaine. Et donc le truc a explosé. Donc j'ai une dizaine, t'as dit payé. Une dizaine, 80 millions à 10 personnes, ouais, c'était rentabilité par tête, c'est pas mal. Ouais, c'est du chiffre d'affaires, hein, bien évidemment. Ouais, on est d'accord. Alors à la fin, quand on faisait 80, ça comprend tout, on était peut-être plutôt une quinzaine, mais voilà, non, c'était des trucs. Chouchou, 15, non, c'est pour ça que je comprends tout à fait quand les gens disent que dans la finance, on est dans une bulle, parce que c'est nos ordres de grandeur. Alors en même temps, ça s'explique, hein, tout à fait. C'est l'effet de la technologie et de la mondialisation. C'est-à-dire que quand tu fabriques des voitures, même si t'es Renault, tu fabriques une voiture à un endroit et pour la vendre à un client, il faut l'emmener dans une concession, il faut la transporter, etc. Ça, nous avec nos produits, on créait un produit à Paris, et on le vendait dans le monde entier le lendemain. Donc les leviers étaient colossaux. Ce que j'ai fait de sympa sur le plan leadership pendant ce petit passage-là en revanche sur le marché suisse, c'est que comme j'avais une toute petite équipe qui était une équipe d'experts, et je me suis dit en arrivant, le mode de fonctionnement habituel de ces équipes, c'était que le chef
de l'équipe, ils gardaient les gros clients. Et comme on était payé essentiellement en bonus qui était indexé sur le chiffre d'affaires qu'on faisait, quand tu avais les gros clients, tu avais un gros bonus. Et moi, j'ai vu mon équipe et je me suis dit, mais tous ces gars, ils sont tous très bons. Mais ils ont un truc qu'ils ont pas, que par rapport à moi, c'est qu'ils sont tous très jeunes et ils ont fait que en fait des produits dérivés dans leur vie. Moi, je venais quand même de faire 6 ans d'inspection et plusieurs années de fusion-acquisition. Donc j'avais l'habitude de parler à des directeurs généraux, j'avais une vision un peu plus globale du monde de l'entreprise, des investissements, etc. Donc je pouvais parler aux gens et aux clients d'une manière différente. Et donc j'ai dit à mon équipe, j'aurais dit, écoutez, à mon avis, je vous apporterai plus si je vous aide à aller voir les clients différemment. Peut-être au lieu de parler à l'expert des produits, on va aller voir le directeur général de l'équipe, de la boîte ou le directeur de l'équipe. On va essayer d'élever un peu la relation. Et pour ça, vous avez besoin de moi. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous donne tous mes clients, je les répartis dans l'équipe. Comme ça, vous allez faire un chiffre d'affaires plus gros. Moi, je ferai 0 de chiffre d'affaires. Mais comme je vais tous vous aider à doubler votre chiffre d'affaires, je prends une petite part. Et donc, je me paye sur le chiffre d'affaires global de l'équipe. Ils ont dit banco. Et comme je disais, en 3 ans, on a fait 2 fois. Exploser les chiffres. Comme quoi. À cette époque-là, t'es heureux? Eh j'ai toujours été heureux en fait. Moi, je suis plutôt un mec qui prend la vie du bon côté, je pense. Bon, après, faut être honnête aussi. On était totalement privilégiés parce que ça marchait. On était très bien payés. On était dans une activité qui, malgré encore une fois des crises et des soubresauts, marchait très bien. Donc, ça bougeait tout le temps. Il y avait que beaucoup de gens intelligents autour. Et puis moi, je faisais ça pour faire vivre ma famille. Donc ça me permettait de faire vivre ma famille et donc ça c'était mission accomplie, c'était l'objectif principal et puis pourquoi tu bouges chez AXA alors? Pardon? Pourquoi tu bouges chez AXA? Ça c'est après, mais ça c'est après. Il faut là tu fais un saut trop rapide, désolé pour les auditeurs. non mais ce que je voulais dire c'est que même si j'étais heureux, voilà, j'ai toujours eu des interrogations sur notre activité, sur cette activité-là. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est justifié qu'on gagne autant d'argent? Alors, on le volait pas, hein, donc il était légitime, mais j'aimais pas l'aspect un peu trop transactionnel de ces activités-là. Et c'est vrai que quand je suis passé chez Lyxor, comme je le dis, c'est moi qui ai demandé en fait. J'ai dit, moi je suis candidat pour devenir directeur général de Lyxor, parce que là on est dans le monde de l'investissement institutionnel. Donc c'est des gens, on gère de l'argent sur le long terme, on gère l'argent des retraites, des fonds de pension, des contrats d'assurance vie, et donc c'est quand même ça a une utilité sociale qui me paraissait plus grande que de faire d'être dans une activité qui était un peu plus transactionnelle et de court terme, on va dire. Donc ça a toujours été pour moi une interrogation. Donc je fais Lyxor qui a été quand même pour moi grand moment parce que 6 ans directeur général d'une filiale qui à l'époque était pas en grande forme parce que elle était pas très reconnue à l'intérieur de la Société Générale. C'était un peu considéré comme un back office. Et donc moi je. Tu pensais que c'était un risque en prenant le job ou pas? Oh, un risque, c'était pas héroïque non plus, hein, mais en tout cas, non, il faut pas exagérer, mais clairement, il y avait un challenge, quoi. C'est un challenge parce que je veux changer Lyxor. Et en fait, je prends le job et je dis, moi, je veux en faire une vraie société de gestion indépendante. Et donc je dis ça en fait aux personnes qui contrôlent Lyxor, la société de gestion. Alors je leur dis, je vais me détacher de vous pour pouvoir faire grandir la boîte. Sympa, et c'est ce que j'ai fait, ça a plutôt très bien marché. Et surtout, ce qui m'a énormément marqué dans cette expérience, c'est que encore une fois, comme c'était des gens qui étaient moyennement reconnus, c'était pas les traders, c'était un peu une machine Lyxor, et les gens étaient pas très bien considérés. Et moi en fait, la chose première que j'ai faite, c'est de leur redonner leur fierté et de leur dire en fait, c'est vous les stars et on va montrer au monde, en tout cas notre petit monde autour de nous, que c'est vous les stars et on va vraiment faire ensemble de Lyxor quelque chose qui va prendre une autre dimension. On va se développer, Alors
on m'a donné la possibilité de le faire, hein, bien évidemment. J'étais pas entrepreneur, c'était la Société Générale qui était notre actionnaire, mais du coup on a pu énormément développer ce business-là. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, voilà, c'est que je suis toujours en contact avec des tas de gens, des équipes de l'époque. Lixor a été récemment absorbé par Amundi, donc vient de disparaître en fait. Donc à cette occasion, il y a plein de gens qui m'ont rappelé, ou des gens qui continuent à venir me voir pour prendre un café quand ils ont une décision de carrière à prendre, une proposition qui leur est faite, etc. Ah ouais, mais vous avez vécu une vraie aventure. Ma première grande expérience managériale avec une équipe de plusieurs centaines de personnes, là, donc c'était une autre dimension. On gérait plus de 100 milliards, donc c'était voilà, ça m'a convaincu que le fait de s'occuper des gens avant tout, c'était en tout cas ce que moi je faisais sans doute de mieux, et c'était un vrai levier. Tu vois, on dit souvent client first. Moi non, je dis staff first. Enfin, c'est employees first. Si les gens sont contents de venir bosser, s'ils bossent bien ensemble, s'ils sont à leur place, si on met les meilleurs dans les bonnes positions, on a de. Ils vont bien traiter tes clients, tout simplement. Exactement. C'est une conséquence, ouais. Voilà. Et donc je pars chez AXA en fait parce que en fait la Société Générale avait deux sociétés de gestion de fonds, donc qui géraient les fonds, les FCP, les SICAV, etc. Il y avait Lixor qui était une société spécialisée sur certaines activités. Et puis il y avait la grande société de gestion qui était SGAM, SG Asset Management. Et à ce moment-là, ils vendent SGAM au Crédit Agricole pour former Amundi, qui est maintenant le premier gérant de fonds européen, qui est français et qui appartient donc au groupe Crédit Agricole. La Société Générale en est largement sortie. Donc, même si Amundi travaille toujours pour Société Générale. Moi, je suis directeur général de la société de gestion qui reste. Et à ce moment-là, moi, je veux la faire croître. Je vois qu'elle a du potentiel. Et pour la faire croître, ma conviction, c'est qu'il faut faire deux choses. Il faut la détacher de la banque, parce que pour moi, la gestion de fonds doit être autonome de la banque. Sinon, il y a trop de conflits d'intérêts. La Société Générale, c'était mon actionnaire, et c'était aussi mon principal administrateur de fonds, ma principale banque de dépôt des fonds. Voilà, il y avait trop de et ça, pour moi, c'est pas bon. Donc, il fallait la détacher et il fallait aller sur le marché américain. Et en fait, donc je propose ça en 2010, et la Société Générale me dit ouais, regardons et tout. Je ramène un deal, c'est un acheteur potentiel, et puis là je la fais courte, mais on me dit non. Et en fait là je me dis bon ok, j'y arriverai pas à faire ce que je veux. On n'est plus d'accord sur la manière de développer cette boîte, et donc je décide de partir. Donc je me dis que je vais aller dans une boîte américaine parce que j'avais noué pas mal de contacts avec le marché US, puisque c'était là que je voulais vendre Lixor. Et puis en fait, AXA IM m'approche, et donc AXA Investment Managers, donc c'est la filiale d'AXA qui gère les fonds d'AXA notamment, et puis des clients d'AXA IM. IM, c'est Investment Managers. Et donc ils viennent me chercher, et donc je me dis bon, c'est quand même plus simple comme transition de passer par AXA, puis ça se refuse pas, c'est quand même une super boîte française. Je reste à la Défense, donc je vais là-bas et je me plante. Donc c'est l'échec de ma carrière. C'est vrai. Voilà. Ouais, bah oui. Alors pourquoi justement post-mortem de cette affaire, c'est quoi? Sans doute que j'ai pas été bon. J'ai fait des erreurs. Comme ils étaient venus me chercher, je me suis dit s'ils viennent me chercher, c'est qu'ils aiment bien ce que je fais, donc je vais continuer à faire ce que je fais. Et en fait non, ils voulaient que je fasse ce que eux voulaient. Et donc voilà, j'avais pas bien anticipé ça. Je me suis jamais adapté à la culture. Je pense que voilà, c'était pas pour moi à ce moment-là. C'est un groupe magnifique, hein, ça. C'est vraiment une des réussites de la finance française les plus impressionnantes, avec des dirigeants magnifiques. Enfin, c'était juste pas pour moi, donc je me suis jamais intégré. J'ai tout de suite senti en fait que je m'étais planté, que ça marcherait pas. Et c'est un point que j'ai jamais transféré, par exemple, mes contrats d'assurance de ma voiture et de ma maison. J'étais un il y a comme un signe là quand même. J'étais toujours assuré chez un concurrent pour ma bagnole, donc c'était quand même. Et alors que moi, je suis quelqu'un qui a eu toujours beaucoup d'affection sociétatiste.
Donc voilà, écoute, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait quelques erreurs. Alors, ils ont fait. C'est là que j'ai eu en revanche la plus belle expérience comme je sais que tu aimes bien les sujets de leadership, de séminaires. C'est souvent on fait des séminaires de formation au leadership pour les cadres. Des boîtes, et moi j'avais fait ça avec les cadres dirigeants du groupe AXA, et ils avaient fait un truc génial, alors qui était un peu fait entre guillemets pour moi, ils l'avaient pas fait pour moi, mais sans le savoir, ça m'a touché, puisque en fait c'était une boîte qui avait ils avaient bâti 3 jours de séminaire en fait autour de la pièce Henri V de Shakespeare. Okay. Et donc ils nous faisaient en fait un peu, ils racontaient l'histoire de la pièce, ils nous faisaient jouer des scènes, et en fait à chaque scène correspondait une situation qu'on pouvait transposer dans le monde du management. Donc Henri V c'est surtout c'est autour de la bataille d'Azincourt. Donc, voilà, t'as la préparation de la bataille, t'as le jour de la bataille, la motivation des troupes, t'as la nuit où tout le monde doute, et enfin voilà. Et donc à chaque fois donc j'avais adoré ce séminaire de leadership. Donc au moins j'ai gardé ce très bon souvenir de mon passage chez AXA, même si ce qui était ambigu, c'est que j'avais tellement adoré ce séminaire, c'est qu'en général quand je faisais ce genre de séminaire de leadership ou de motivation en équipe, je pense comme tout le monde, je restais un peu sur mes gardes. On veut jamais se livrer totalement. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que j'étais. Et là, j'avais tellement adoré le cadre, le fait que ça soit à partir de lâché et tout ça. Je me suis complètement lâché. Et donc, notamment, j'ai expliqué, on nous demandait d'expliquer quels étaient nos objectifs. Moi, j'ai expliqué que mon objectif, c'était de remplacer le CEO d'AXA IM, puisque j'étais venu pour ça. Bah ouais. Mais dans mon groupe, il y avait mes pairs, il y avait mes autres collègues du comité de direction. Et je crois que certains n'ont pas trop aimé ce gars-là. Que j'ai cette franchise. Comme quoi, c'est toujours un peu un équilibre à trouver entre l'authenticité, la franchise, et puis trouver la manière de le dire et le moment de le dire. Donc voilà, j'ai fait des conneries sans doute, et puis ça n'a pas fonctionné. Alors pour AXA comme pour après pour MSCI, tu t'es fait chasser ou Oui. Ouais. Oui, je me suis fait chasser. Oui. Je me suis fait chasser pour AXA, et oui, MSCI pareil. Ouais. MSCI donc MSCI te chasse, et qu'est-ce qui alors bon on voit t'es pas heureux chez AXA, donc là il y a une opportunité. Oui, puis je le fais savoir. C'est bon. Voilà. Donc ils m'approchent, ils savent. Alors j'avais réfléchi à ce vers quoi je voulais aller. Je voulais pour le coup cette fois aller au bout de l'expérience. Comme j'avais bossé que dans des grands groupes français, je voulais aller dans un groupe anglo-saxon. Ça, voilà, je voulais faire cette expérience-là. Ça m'attirait. J'avais eu des bons contacts avec eux. Pourtant, je sais pas, mais l'ASG, AXA, c'est quand même des environnements. Ok, c'est français, mais très anglo-saxon quand même, non? Non, c'est hyper français. C'est vrai? Alors, ayant bossé pour une boîte américaine pendant 5 ans, je peux te dire que c'est hyper français. Oui, bah justement. Alors bien sûr, ce sont des activités internationales avec des grosses présences sur des marchés internationaux. La direction, elle est hyper française. D'une part, très souvent en fait, dans les gens, faut être honnête, même si ça a changé. AXA maintenant, c'est un Allemand qui est à la tête du groupe, donc très bien. Mais je sais pas, au codir de l'ASG, ça parle anglais dans un codir de l'ASG. Oui, alors moi déjà, c'est ce dont je te parle, c'était il y a 10 ans. Ouais. Donc il y a 10 ans, on n'était pas tout à fait là, et les choses ont évolué, je suis d'accord, mais c'est très très français dans la manière de fonctionner. Okay. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ayant passé 5 ans au comité de direction de MSCI, qui était donc une boîte cotée en bourse à New York, avec que des dirigeants américains, sauf moi, et que des administrateurs américains, 15 administrateurs indépendants au conseil d'administration, donc un environnement pour le coup très très américain. Ça n'avait rien à voir en mode de gouvernance, en mode de fonctionnement. Okay. Je dis pas que c'était mieux d'ailleurs. Il y avait à chaque fois dans les deux cas des côtés positifs, des côtés négatifs, mais en revanche une expérience très très différente. Donc moi je pressentais ça, et donc j'avais envie de faire cette expérience. Puis c'est vrai aussi que dans le monde de la gestion de fonds, de l'asset management, les États-Unis c'est la moitié du marché mondial. Donc, mais peut-être que ta forme de management et de leadership est plus adaptée à un environnement très anglo-saxon justement, non? Oui, alors dans le monde professionnel, j'étais très anglo-saxon. Ouais. Je suis très français dans le cœur, côté perso. Dans le cœur. Voilà, je suis littéraire, j'aime bien la bonne chair, voilà, j'ai des passions très françaises. En revanche, dans le mode de fonctionnement, c'est vrai que je me suis bien retrouvé dans la culture anglo-saxonne, dans le monde professionnel. Ouais. Donc je pars chez MSCI. Et tu retournes à Londres donc.
Et je me retrouve à Londres. Voilà, c'était Londres ou New York. Donc je choisis Londres. Il me laisse le choix. Je choisis Londres et donc je suis directeur commercial du groupe, quoi. Donc Chief Client Officer, comme ils disent, puisqu'ils aiment bien les chiefs aux États-Unis. Et alors là, t'es heureux ou pas? Oui, mais encore une fois, je suis toujours heureux. Après, le bonheur, c'est pas un absolu en soi. Ça passe par des phases. Et puis il y a des choses, notamment dans la vie professionnelle, il y a des sacrifices. Je suis heureux, mais il y a des choses que je fais qui me plaisent pas. Il y a des choses que j'aimerais faire que je peux pas faire. Mais j'ai choisi mes priorités. Donc j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Une de mes frustrations, bien évidemment, c'est que je n'arrive pas à écrire. Parce que j'ai toujours ce rêve en moi d'écrire des romans. Ouais. J'écris, mais j'arrive pas à finir. Donc j'ai des débuts de romans un peu partout. J'en finis un que je fais lire à des copains, mais qui est pas terrible. J'envoie à 2 éditeurs. Je me prends une lettre de refus. Je suis tellement vexé que j'arrête de l'envoyer. Et puis voilà, j'avais toujours ça. Et ça, c'est sûr que j'avais sacrifié ça. Attends, t'es un top exécutif dans des top institutions financières. Ouais. On l'a dit, alors c'est vrai dans les fusions-acquisitions, mais c'est vrai de manière générale aussi dans ces métiers-là, tu dois te taper des heures et des heures de boulot. À quel moment tu trouves le temps d'écrire entre 2h et 3h du matin ou Justement, je trouve pas vraiment le temps, donc un peu le soir, un peu pendant les vacances, un peu. Ouais. Et le jour où je décide vraiment de m'y mettre, je réfléchis à ça. Et en fait, à l'époque, j'étais chez MSCI et donc chez MSCI, il y avait une particularité, c'est que donc je vivais à Londres dans une boîte américaine dont le siège était à New York. J'étais numéro 3 de la boîte, donc j'allais quand même souvent au siège, notamment pour les conseils d'administration. Donc j'y allais 10 fois par an. Et puis j'étais surtout directeur commercial d'une boîte qui avait des clients partout dans le monde. J'avais des équipes dans 35 pays, je crois. Et donc je passe ma vie, mais vraiment ma vie, dans des avions. Donc t'es gold, platinum, plus. Sur 3 compagnies aériennes, British Airways, Air France et Virgin Atlantic. Voilà. Donc je suis totalement de l'ancien monde de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, à l'époque c'est comme ça. Et donc je suis tout le temps en train de voyager. Et donc je me dis, si je veux trouver du temps, c'est là, c'est dans les intervalles. Donc je commence en fait quand je suis à Londres. Les 6 premiers mois, je suis à Londres, mais ma femme est encore à Paris, donc je rentre tous les week-ends. Donc le lundi matin et le vendredi soir dans l'Eurostar, pendant que tout le monde sort ses PowerPoint pour réviser les pitchs. Moi, je sors mon petit ordinateur portable et j'écris des histoires. Et puis après, je continue, voilà, dans les lounges de British Airways. Je crois que j'ai jamais vu un film sur un Paris-New York. Et j'ai dû le faire 50 fois. Donc, c'est une discipline, mais je me dis, il faut que je saisisse ces moments d'intervalle qui sont de toute façon des moments perdus. Il faut que je les saisisse pour pouvoir me consacrer à cette passion, sinon j'y arriverai pas. Mais ça veut dire qu'il y avait quelque part un impératif pour toi. Oui. En fait, c'est très bizarre parce que, pour moi, j'ai toujours été persuadé que je serais écrivain. Alors, comme je dis aujourd'hui, en fait, j'ai juste fait un détour de 30 ans par la banque, mais pour moi, c'était évident que je serais écrivain. C'est juste, voilà, à 50 ans, je me suis dit, bon, quand j'étais gamin, j'avais vraiment 2 rêves. C'était soit être écrivain, soit footballeur. Et donc, à 50 ans, j'ai fait le point, comme on fait souvent à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, footballeur, je crois que c'est mort. Oui, ouais. Voilà, faut être honnête. Jusqu'à l'année dernière, j'espérais encore, mais là, c'est mort. Et pourtant, c'est une vraie passion, hein, parce que vous le voyez pas, mais moi, je vois derrière Laurent, il y a une photo du Parc des Princes, il y a des photos de footballeurs, etc. Donc, c'est une vraie passion. C'était une vraie passion. Mon premier livre, d'ailleurs, s'appelle Les poteaux étaient carrés, ce qui fait référence au fameux match Saint-Étienne-Bayern Munich en 76. Parenthèse fermée, oui, non, donc j'avais cette passion et cette certitude, mais je me dis, bon, c'est bien gentil d'être sûr que tu seras écrivain, mais là, à 50 ans, si tu t'y mets pas vraiment, tu vas jamais y arriver. Donc, c'est là que je décide quand même de prendre les choses en main et de me dégager des moments pour pouvoir me consacrer à ça. Et donc, j'écris un premier livre, j'envoie par la poste à plusieurs éditeurs, et puis Finitude, qui est mon éditeur, l'accepte. Voilà.
Et j'étais en poste à ce moment-là, donc quand je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs, et puis j'avais reçu des lettres qui me disaient ouais, ça nous intéresse, mais est-ce qu'on peut en reparler? Puis j'avais mis des lettres de refus, et puis je me souviens très bien, j'étais dans une réunion, puis je vois sur mon téléphone l'email arriver, édition finitude, et je me dis bon, c'est encore une lettre de refus. Je regarderai ça ce soir, et puis je rentre chez moi le soir, j'ouvre l'email, et puis en fait non, c'était pour me dire qu'ils avaient aimé le livre et qu'ils voulaient le publier. Donc c'était un petit plaisir. Et là, je rentre dans un autre monde, parce que c'est un grand écart à tous les points de vue. Ouais, il y a un truc très drôle. Alors je sais plus, j'ai regardé pour préparer un petit peu. J'ai regardé une des conférences où tu parles de la photo de la 4e de couverture notamment. Ouais. Alors je vois pas plus que c'est cette anecdote. Bah, tout simplement, l'éditeur te demande une photo. Ah oui, ma photo pour moi, oui, bah bien oui. sûr. Sauf que toi, t'as une photo de banquier. Mais c'est pour le dossier de presse. Ah, le dossier de presse, voilà. Oui, il me demande une photo de moi. Et puis, je leur envoie les photos que j'ai. À l'époque, la photo, je veux une photo qui soit une photo faite par un pro. Donc, oui. Moi, les photos faites par des photographes pros, les seules que j'ai, c'est celles du boulot. Donc, c'est ma photo de MSCI. Donc, j'envoie ma photo de MSCI. Costard, cravate, la totale, bon banquier, quoi. Cravate bleue, costume bleu, chemise blanche, le sourire ultra bright, et puis Manhattan derrière. Classe. Pour un banquier, super classe. Et mon éditrice me rappelle et me dit ouais non, pour les Inrocks ça va pas le faire. donc j'ai refait des photos en tenue de week-end. C'est quoi ta méthodologie d'écriture? Est-ce que t'as est-ce que tu as fait des ateliers, des formations ou parce que moi, alors je suis un peu comme toi. Je pense que je dois avoir 15-20 débuts de romans quelque part dans mon disque dur que j'arrive pas à finir, etc., etc. Et alors au-delà de la procrastination, voilà, je me pose des vraies questions sur la méthodologie. Comment on fait vraiment? Ouais. Alors. J'ai pas fait d'atelier, moi, d'écriture. Comme j'avais fait une hippocane, j'avais emmagasiné énormément de matériaux, on va dire, à ce moment-là. Et je suis toujours resté un peu connecté. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressé à la doctrine littéraire, on va dire. Enfin, c'est-à-dire, j'ai toujours lu des ouvrages, pas simplement des romans, mais aussi des ouvrages de critique littéraire, d'analyse de la littérature, etc. Donc, j'étais abonné à toutes les revues. Il y a une revue, c'est l'Atelier du roman, qui est vraiment une revue très très pointue pour les auteurs, voilà, que je lis depuis tout le temps. Donc, ça, c'était un peu une passion. Donc, j'ai entretenu ça. D'accord. Tout seul. Donc, je l'ai pas vraiment conceptualisé dans une méthode systématique. Et en plus, si tu veux, j'étais pragmatique, c'est-à-dire que c'était pas possible. C'est-à-dire qu'au début, j'écrivais juste quand je pouvais, comme je pouvais, quoi. C'était donc. Alors après, voilà, depuis comme là, je suis en train d'écrire le 4e, un peu d'expérience. Il faut savoir où on va, donc il faut avoir un sujet, des personnages. Donc je commence quand même par écrire un petit peu un espèce de synopsis de à quoi peut ressembler l'intrigue, on va dire, ou l'histoire. Un peu d'écrire une page sur chacun des principaux personnages. Et puis après, en fait, j'écris tout de suite le début et la fin. La première page et la dernière, quoi, grosso modo. Et puis après, je remplis au milieu. C'est-à-dire que je sais où je vais. Il faut savoir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai besoin de savoir où je vais. En revanche, je sais pas exactement par quel chemin je vais y arriver. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, et petit à petit, au fur et à mesure que j'avance, je construis un peu le plan. Donc, je dis, là, ok, je vois, là, je vais pouvoir parler de ça. Donc, je me fais un peu des plans de chapitres et puis ça évolue. Donc, je suis pas le gars le plus rigoureux, on va dire, en termes de méthode. Mais j'étais déjà comme ça dans le monde financier professionnel. J'ai quand même toujours fonctionné un peu plus à l'instinct, à l'absorption d'informations, qu'à un truc hyper rigoureux. Alors, j'avais bien évidemment voilà, des méthodes, des bases de données, des choses comme ça, mais en tout cas dans la manière de fonctionner, j'ai toujours été quand même un peu fluctuant, on va dire, laissant un petit peu non pas le temps ou les opportunités me menaient, mais en m'adaptant aux circonstances. Voilà. Ouais. En t'écoutant un peu, au regard de ton parcours, je suis pas persuadé que ce soit la bohème non plus, le truc. Ah non, je dis pas que c'est la bohème, mais c'est plus une question de mentalité. Il y a un gars, un philosophe là, qui s'appelle
comment il s'appelle, François Julien, je crois, qui écrit notamment sur la pensée chinoise. Et il fait des comparaisons avec notre mode de pensée occidental, notamment appliqué au monde de l'entreprise. Et il explique que nous, on raisonne beaucoup par plan. On fait des plans. On exécute un plan. Et les Chinois, en fait, ils essayent de comprendre ce qui se passe dans l'environnement et ils s'adaptent à l'environnement. C'est-à-dire que ils essayent de voir où est le vent et puis s'ils doivent tendre une voile, ils essayent de la mettre dans le sens du vent. Ils essayent et puis ils plantent une graine et ils vont l'arroser tous les jours et ils vont voir comment elle pousse, ils vont faire en sorte de la protéger. Bon, moi, en tout cas, ça m'a pas mal inspiré. Je préfère partir non pas d'une vision théorique que je pourrais avoir de ce vers quoi on veut aller. Je préfère partir d'une vision concrète, pragmatique, du réel tel qu'il m'est donné, et d'essayer de voir comment je peux l'améliorer, comment je peux l'aider à grandir, notamment avec les gens. Ça, c'est les gens, il faut les laisser libres, mais il faut les aider à grandir. Et donc, il faut les mettre dans les bonnes dispositions pour grandir. Il faut pas leur dire ce qu'il faut faire. Jamais. Enfin, en tant que leader, d'ailleurs, les hommes politiques feraient bien de s'en inspirer. C'est moi, dès que un homme politique me dit de faire un truc, j'ai envie de faire l'inverse. Et pareil dans le boulot. Vous avez ce côté très français, ça aussi. C'est très français, mais c'est le côté un peu mais c'est pas que français. C'est aussi parce que quand on est un peu créateur ou entrepreneur, il faut que ça vienne de soi. Ouais. Et donc je pense que le bon leader, c'est celui qui sait mettre ses collaborateurs dans les dispositions de pouvoir faire les choses eux-mêmes, bien évidemment faire dans un cadre et dans une direction. Ouais, je suis d'accord. Ça fait quoi d'avoir de lire sa première critique ou d'avoir son premier article dans un journal, dans une revue littéraire? Ouais, c'est top. Il y a un petit kiff quand même. Ouais, non, bien sûr. En plus, moi, je suis super gamin de ce point de vue-là. Enfin, comme tu dis, je suis un fan de foot. Là. Il y a des posters de foot dans mon bureau. Et puis là, en face de moi, j'ai la une du Figaro littéraire quand je suis passé en une du Figaro littéraire. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça me fait plaisir. Après, il faut pas se prendre la tête. Hein. C'est peu de choses, mais. Non, mais attends, il y a des trucs dans la vie. Faut pas bouder son plaisir. Non, faut pas le bouder, ouais, je suis d'accord. Donc moi, comme un gamin, même quand j'ai reçu le premier livre, quand je l'ai reçu, on était à Londres, l'éditeur m'en avait envoyé une vingtaine d'exemplaires, et quand j'ai ouvert le carton, ma femme m'a pris en photo. Au moment où j'ouvre le carton, j'ai la tête du bonnet devant la crèche. Quoi. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, et puis donc, attends, j'ai noté aussi prix Révélation Littérature France Bleu en 2019. Ouais, c'est des petits trucs. J'ai pas eu de grand prix. J'ai eu beaucoup de presse sur mes 3 livres, y compris celui-là le plus récent. J'espère encore avoir peut-être des prix secondaires sur celui qui est en cours. Mais j'ai été sélectionné sur des prix, mais j'en ai pas eu. Donc ça, faut pas. J'ai eu des petits trucs, mais voilà, c'est des trucs un peu anecdotique. En revanche, non, ce qui est génial avec les littératures et avec les livres, c'est que c'est pas du tout la même échelle, bien évidemment, que ce que j'ai pu connaître dans la finance. Donc les modèles économiques et les échelles économiques, là, c'est vraiment là pour le coup les deux extrêmes. C'est pas le même monde non plus, parce que le monde littéraire, c'est quand même essentiellement des gens qui sont pas très pro capitalisme, banque, choses comme ça. On vote plus à gauche que les banquiers, ouais. Et voilà, c'est globalement quand même plutôt des gens qui sont à gauche et pas très favorables au capitalisme et donc moi je suis un peu un ovni dans ce monde-là. Mais c'est ce qui fait que c'est aussi sympa quoi de s'y mêler, de s'y coltiner. Alors donc tu as trois ouvrages à ton actif. Il y en a un qui date de 2018 qui est Les poteaux étaient carrés. Ouais. T'en as un en 2020, Ne plus jamais marcher seul. Et puis t'en as un qui est un petit peu différent ou particulier, je pense, à ton cœur, qui s'appelle D'étranges hauteurs, parce que justement, c'est l'histoire de Jean et Odette. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Jean, c'est un résistant en 44, qui a 18 ans au moment de la guerre de 39, qui rentre dans la résistance, qui va se faire tiré dessus, amputé d'une jambe et en août 44, qui est dans un hôpital clandestin dans la montagne et les Allemands arrivent et menacent de zigouiller tout le monde. Donc l'hôpital FFI doit fuir dans la montagne au-dessus de l'Alpe d'Huez.
Jean fait partie de ce convoi. À un moment donné, ils sont à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est un peu abrupt. Ils arrivent plus à le brancarder, donc ils lui disent, écoute, on va te laisser là dans les rochers, puis on revient te chercher. Et ils reviennent le chercher 5 jours plus tard. Et Jean, c'était mon père. Et en fait, je me suis toujours demandé ce qui s'était passé pendant ces 5 jours. Ouais. Et comme je l'ai pas connu puisqu'il est décédé alors que je n'avais que 5 ans, et que ma mère m'a très très peu parlé de lui, en fait, je m'étais toujours dit un jour, je partirai sur ses traces, j'essaierai de reconstituer un petit peu ce qu'a été son parcours dans la résistance, pour essayer de comprendre voilà qui il a été. Et donc j'ai fait ça, donc j'ai travaillé là pendant 2 ans. C'est un peu pour ça que je me suis arrêté, non pas de travailler, puisque j'ai pas mal d'activités, mais que j'ai démissionné de MSI et je ne suis plus en poste exécutif quoi, de direction générale, parce que j'avais besoin de temps pour faire ces recherches sur place. Donc je suis allé très souvent en Isère, à Grenoble, j'ai retrouvé des gens, j'ai retrouvé des revues, chez des bouquinistes, t'as retrouvé des gens, des historiens. J'ai retrouvé des descendants. Donc j'ai retrouvé notamment, puisque Jean se fait amputer, donc alors amputé avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce qu'on appelle un hôpital, mais c'est un hôpital en fait, c'est un chalet de montagne dans lequel il y a un médecin qui, avec les moyens du bord, s'occupe des résistants qui sont là, et donc il ampute d'une jambe, c'est-à-dire qu'en fait il lui scie la jambe après l'avoir vaguement endormi avec un peu d'éther et un bon coup de whisky. Et en fait ce médecin et sa femme qui était l'anesthésiste, qui avait anesthésié mon père, j'ai retrouvé leur fille. Et leur fille a partagé avec moi en fait les notes que son père avait prises sur ce qu'il faisait pendant la guerre, une espèce de journal en fait, et notamment il raconte l'amputation de mon père. Donc c'est incroyable que t'aies pu retrouver ça, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ben voilà, en allant sur place, à travers les associations d'anciens, de combattants, en tirant les fils, et puis voilà. Ouais, je suis tombé sur elle. Et alors c'est drôle parce que depuis que je parle du livre, ça m'est arrivé 3-4 fois encore où il y a des gens qui me disent mais en fait mon père était aussi là dans cette section du maquis, etc. Donc non, il y a des. Et puis surtout, j'ai retrouvé l'endroit où il avait été abandonné pendant ces 5 jours, donc dans un pierrier à près de 2000 mètres d'altitude, là au-dessus de l'Alpe d'Huez, dans le massif des Grandes Rousses, face au massif de Beldon. Et voilà, il y a un guide maintenant qui fait une espèce de randonnée historique au cours de laquelle il raconte l'histoire, et que j'ai trouvé vraiment par hasard. Dans ma famille, personne n'était au courant que cette randonnée existait. Et donc moi, quand j'ai appris qu'elle existait, j'y suis allé. Le jour même, j'étais dans le sud-ouest, j'ai pris l'avion pour Lyon, j'ai loué une bagnole, je suis monté, et le lendemain j'étais à la randonnée, et puis je suis arrivé, et le gars, je lui ai dit, moi je suis le fils de Jean, et il racontait l'histoire de mon père, et il montrait notamment l'endroit où il avait été abandonné. Donc ça a été des moments, au-delà du livre, puisque le but était quand même d'en faire un livre, mais ça a été un moment personnel, voilà, comme j'avais pas connu mon père, il fallait que je me le réinvente, sans doute, donc c'est fait maintenant, il est dans le livre. Alors, je sais pas, peut-être t'es pas obligé de répondre, mais ta maman a eu l'occasion de le lire ou? Non, elle est décédée il y a quelques années, donc beaucoup plus tard. Ma mère, qui est l'autre personnage du livre, bien évidemment, en fait, sa vie, on peut la résumer de manière simple. Elle était mariée 19 ans et veuve 46. Donc, en fait, voilà, mon père est mort en 70, elle s'est retrouvée avec les 4 enfants à élever, elle nous a élevés, moi j'avais 5 ans, donc elle m'a surtout élevé moi, mes frères et sœurs étaient plus âgés, donc assez rapidement ils sont partis, ils étaient autonomes, et ça c'est les mystères des souffrances un peu indicibles de tous ces gens qui ont traversé la guerre. Elle en parlait pas, donc je savais que mon père avait été résistant, mais en fait je connaissais pas les détails. Alors il y avait un livre de souvenirs écrit par le chef du maquis de Loison auquel mon père appartenait, que j'avais trouvé dans la bibliothèque familiale, donc j'avais pu voir un peu quand même ce à quoi il avait participé, mais j'en savais pas plus. Donc elle ne m'a pas vu accomplir ce projet. En revanche, mes frères et sœurs, et eux bien évidemment ont lu le livre, et puis ils ont contribué, puisqu'ils m'ont aussi fait part de leurs souvenirs. Alors, je l'ai pas lu, mais je t'ai entendu en parler. Il a une structure aussi narrative bien particulière.
Ouais, alors ça, c'est le travail littéraire. Hein. Comme je disais, moi, je suis un très grand fan d'écriture, donc je prends énormément de plaisir à écrire et à essayer d'en faire un vrai travail, en essayant d'être innovant, d'être intéressant aussi pour le lecteur, pour qu'il ait envie de tourner les pages. Et donc, une fois que j'ai eu raconté l'histoire de Jean, qui s'étale en fait sur 2 mois lors de l'été 44, je me suis dit maintenant, j'aimerais comprendre en quoi cette expérience-là de la guerre a fait de lui l'homme qu'il a été après. Mais comme moi je l'avais pas connu, je me suis dit comment je vais faire pour parler de ça. Et en fait, assez vite, je me suis dit le seul moyen que j'ai, c'est de parler de ma mère. Parce qu'à travers elle, elle va lui servir un peu de miroir. Et à travers elle, je vais peut-être faire écho à ce que lui était devenu, puisque je ne l'ai pas connu. Et du coup, je sais pas pourquoi, parce que alors là, c'est vraiment l'inspiration, de la création littéraire. Hein. Mais j'ai eu cette idée de me dire, je vais donc alterner un chapitre sur 2 entre Jean et Odette. Ça, c'est assez banal. Mais surtout, pour Odette, je vais prendre une échelle temps à rebours, c'est-à-dire que on va partir de sa mort pour remonter jusqu'au moment où elle rencontre Jean. Donc Jean, c'est pendant la guerre jusqu'au moment et puis à la fin, les deux échelles, les deux histoires se croisent. C'est un peu comme ça que je l'ai construite. Je pense que ça donne une intensité à la lecture, on va dire. Sur un travail comme ça, quand tu rends un premier manuscrit à ton éditeur et il y a une révision, une relecture, ou c'est le premier jet est le bon? Non, alors d'une part parce que je suis sans doute pas assez bon pour écrire bien dès le premier jet, et puis d'autre part parce que mon éditeur, c'est un vrai éditeur. Alors, en fait, c'est une maison d'édition incroyable que j'adore, qui est une maison indépendante, mais Finitude. Ils sont basés à Bordeaux. Ils ont notamment publié En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, qui est un peu l'immense succès qui nous a fait connaître. Mais ce sont vraiment des amoureux de littérature. Ils font une dizaine de livres par an, que de la littérature, mais ils ont commencé en fait, ils étaient libraires de livres anciens, et quand ils ont créé la maison d'édition, ils ont commencé par faire des publications de rééditions ou de livres posthumes. Et puis un jour ils se sont dit on va quand même, c'est un peu morbide de publier que des morts, donc ils ont été chercher des nouveaux auteurs dont je fais partie pour ma grande joie. Mais du coup c'est des vrais amoureux du livre, et donc on a vraiment des échanges un peu permanents. Donc pour le premier livre, bien évidemment, je l'ai envoyé, ils m'ont dit on veut vous publier, et j'ai dit super, on se voit, et puis ils m'ont fait quelques remarques sur le manuscrit, donc j'en tiens compte ou pas, ça ils laissent très libre. En général j'en tiens compte parce que c'est pertinent, et puis là aussi j'ai toujours c'est leur métier à eux, quoi. Donc ils savent aussi. C'est eux les experts. Ouais, c'est les experts, exactement. Et donc ils savent s'il y a des choses qui font que le livre est moins bon, par exemple. Là, sur mon dernier, il m'a fait enlever un paragraphe entier. Alors sur le coup, c'est un peu vexant, quoi, parce que c'est un paragraphe. Moi, dans mon livre, ça fait une dizaine de pages, donc quand même, t'as passé du temps dessus. C'est violent. Ouais, c'est un peu violent. Il me dit non, tu fusionnes ces deux-là, puis là et puis je lui dis mais pourquoi? Et il me dit en fait dans tout ton roman, à chaque on est tenu, c'est très haletant parce que à chaque fois on découvre des choses. Tu racontes des choses nouvelles, sauf dans ce paragraphe. Ce paragraphe, tout ce que tu racontes dans ce paragraphe, tu l'as déjà raconté avant. Alors je lui dis mais non, tu dis n'importe quoi. Puis je réfléchis, je dis alors attends, je te rappelle. Et je relis le truc et il avait raison. Et donc en fait, ça pour moi c'était important parce que ça faisait référence à des événements dont j'avais envie de faire mémoire. Mais en fait, dans l'histoire pour le lecteur, ça faisait une rupture dans le rythme de lecture. Et ça, c'est l'œil de l'expert. Et en fait, c'est lui qui a raison parce que le but c'était de faire un bon livre. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup d'échanges avec eux. Donc là, par exemple, je suis sur le 4e. Bon, alors bien sûr, ils savent de quoi ça va parler. Ils connaissent le nom du personnage. Alors de temps en temps, il m'appelle, il me dit alors comment va un tel, où il en est où, on se tient au courant. Et puis ils me font des remarques. Là, mon 3e, comme c'était sur mes parents, ils m'ont tout de suite mis en garde contre un certain nombre d'écueils classiques quand on écrit sur sa famille. Oui, t'as plus d'affect. Oui, exactement. Donc ça m'a été très utile. Et on m'a dit il faut pas vouloir tout raconter. Il faut que le but c'est pas de faire une œuvre de mémoire. Il faut que ça reste un ouvrage littéraire. Donc il y a des détails qui peuvent te paraître sentimentalement importants, ou le fait de mentionner certains personnages annexes, mais qui en fait dans l'histoire, dans le récit, vont apporter plutôt du bruit
sans rien créer, donc il faut pas le faire. Voilà, ce genre de distance, cette prise de distance avec l'histoire, avec les personnages, ça ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Ouais. Et puis le fait de gérer la famille aussi, c'est-à-dire de faire relire le texte à mes frères et sœurs notamment. Eh oui. Ça, oui, faut éviter les drames intrafamiliaux. Exactement. T'as eu une vraie métamorphose au sens littéraire du terme d'ailleurs. Mais alors, la question que moi je me posais, c'est comment alors j'allais dire tes ex-amis, non, tes amis banquiers voient le romancier, et comment les romanciers, les littéraires voient l'ancien banquier. Voilà, faudrait leur demander, c'est gênant de me mettre à leur place. Je pense que mes amis banquiers, ils sont contents, ils sont fiers, ils m'envient un peu, parce qu'il y a toujours un peu le mythe de se dire du gars qui a réussi à avoir une autre vie. Alors moi, j'ai pas totalement une autre vie, parce que je vis pas de mes livres, je fais pas que ça, je reste quand même un peu dans la finance, donc voilà. Mais je pense que c'est plutôt, voilà, ils savent que c'est important pour moi, et donc ils sont plutôt contents, mais moi, c'est quelque chose. Encore une fois, pour moi, c'était plus une concrétisation de quelque chose qui, de toute façon, faisait partie de moi. Donc, je l'ai pas vécu vraiment comme une rupture. C'est-à-dire que ça faisait 30 ans que j'avais ce projet, et puis je l'ai fait. Justement, le milieu littéraire qui te voit arriver, je dis pas, ouais, bon, ça, c'est bon, c'est sa danseuse, et puis il va pas nous emmerder longtemps. Si, mais ils me le disent pas, c'est des gens polis. Donc, après, je me rends bien compte que je suis un peu différent, voilà, mais c'est pas grave. Après, c'est pas moi qui compte, ce qui compte, c'est les livres. Je pense que si j'écris des bons livres, les gens diront qu'ils sont bons, et voilà. Je me pose pas trop de questions. Puis, bon, c'est vrai que l'immense avantage que j'ai, c'est que comme je le fais pas pour vivre, je suis hyper libre par rapport à ça. C'est très très important pour moi. C'est très très important, au point que j'ai quand même quitté mon poste de la MSCI, j'avais un poste en or. Quoi. Franchement, j'étais CEO d'une boîte qui valait 50 milliards de dollars en bourse, et ça marchait du feu de Dieu. Tout le monde m'adorait, et ils ont halluciné d'ailleurs quand je leur ai dit que je partais. Donc, ils ont pas compris. Enfin, certains n'ont pas compris. Donc, j'avais d'ailleurs fait une vidéo là aussi, tu vois, dans le leadership et dans la relation avec les gens. J'avais fait une vidéo pour expliquer aux gens de MSCI pourquoi je partais. Ah, c'est bien ça. Ouais, parce que je voulais pas qu'il y ait, d'une part, qu'ils aient l'impression. Fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà, c'est ça. Encore une fois, MSCI, c'était une boîte où le leadership était assez clair, parce que le CEO, c'était le fondateur de la boîte, et le numéro 2, il était avec lui depuis 25 ans. Ouais. Donc, moi, j'étais numéro 3, mais ouais, il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait que eux, ils étaient numéro 1, numéro 2, mais on était quand même, le comité de direction, on était 5 ou 6, quoi, à gérer la boîte. Ouais. Donc, et moi, j'étais directeur commercial, donc j'avais quand même un rôle assez important. Et puis, on avait explosé, comme j'ai dit, en 5 ans, on avait fait 16% de croissance annuelle sur les nouvelles ventes nettes. Donc, en faisant que 4% de croissance des dépenses. Donc, ça avait été, voilà, c'est pour ça que l'action a monté aussi. Hein. Donc, on avait quand même vraiment cartonné. Donc, j'avais une très, très, belle cote. Et donc, quand j'ai dit aux gens que je partais, ils m'ont pas cru d'abord. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux pour rester, machin. Et puis après, quand je leur ai dit que je partais pour écrire des livres, des romans, alors là, ils sont tombés de l'armoire. Certains ont cru que j'étais fou, quoi. Donc, ils ont pas compris. Alors, je pense qu'il y en a qui ont vraiment pas compris. Alors, il y en a qui ont eu un peu qui se sont dit, c'est génial, le gars. Bon, en même temps, je suis pas un héros, parce que je l'ai fait parce que financièrement, je pouvais me le permettre. Ouais, ok, mais bon. J'ai pas d'ambiguïté là-dessus, mais malgré tout, quand même, j'ai arrêté, puis voilà, j'ai renoncé quand même à quelque chose qui était quand même très sympa, qui avait beaucoup de valeur, etc. Mais écoute, non, j'ai pas de regrets. Après, il y a un truc, c'est que dans tes activités au sein de la banque, etc., tu as eu des vraies positions de leadership et de management. Et moi, le lien que je vois avec le roman, c'est le mot et l'utilisation du mot. Tu vois ? Oui. Parce que je pense que les meilleurs managers, leaders, sont ceux qui ont le mot juste au bon moment. Et écrire un livre, c'est exactement ça. C'est poser le bon mot au bon moment. Oui. Je trouve ça super ce que tu dis. Écoute, je pourrais pas le dire mieux. Hein, donc, je dis toujours là aux startups avec qui je travaille, je leur dis passez du temps sur la définition de votre mission. Vous êtes qui en fait
vous faites quoi, pourquoi elle sert à quoi la boîte. Et alors, parce qu'on vient toujours en fait avec les mots des autres au départ. Tu vois, dans l'entreprise, on utilise très souvent les mots des autres, c'est-à-dire les mots que les autres attendent qu'on utilise. Ouais. Donc en ce moment, voilà, il faut être éco-responsable, il faut être dans la diversité, il faut être, et c'est super. Résilient. Je dis pas que voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Le problème, c'est que c'est souvent en fait des mots qu'on utilise parce qu'il faut les utiliser et qui sont pas les nôtres, et donc qui ne nous définissent pas vraiment et qui nous permettent pas de nous distinguer. Et moi, je trouve ça super important de passer beaucoup de temps à essayer de se définir soi-même. Qui on est, pourquoi on fait ça. Et donc il n'y a pas besoin d'être une entreprise à mission au sens de la loi Pacte. Je leur dis, définissez votre mission, c'est quoi votre objectif, c'est quoi la raison d'être de la boîte. Et j'ai fait ça là, récemment avec une entreprise, et alors je suis super content parce que ils ont trouvé une phrase, voilà, qui les résume bien, et qui est, alors je peux en parler, c'est une boîte qui est dans un outil d'assessment, enfin d'évaluation des collaborateurs. D'accord. Ouais. Donc au début, voilà, on était dans l'appréciation pour le recrutement, les choses. Et puis non, c'est une manière d'identifier le potentiel professionnel des gens. Ouais. Voilà. Et donc le fait d'avoir été capable de dire non, on n'est pas dans l'évaluation des gens, on n'est pas qui sont des choses un peu classiques et puis très un révélateur de talent en plus. Exactement, voilà. Et puis on va identifier, c'est-à-dire qu'on va aider à mettre la lumière sur quelque chose qui est pas visible à l'œil nu nécessairement. Le potentiel, donc voilà, c'est quelque chose qui a de la perspective, qui a du développement, donc c'est beaucoup plus positif. Et donc quand ils sont arrivés avec cette phrase, et en fait maintenant ils font leur levée de fonds, et donc ils ont cette phrase-là, et je trouve que ça claque, ça les définit bien, et je suis sûr que ça va être un vecteur. Ouais, puis ça change le mindset de l'entrepreneur. Ça, c'est une vraie boussole pour des décisions futures. C'est est-ce que je suis bien là où je dois être, etc., etc. Oui. Et ça me fait une transition parfaite sur justement tes investissements. Tu disais que tu avais investi dans une vingtaine, c'est ça? Une vingtaine de boîtes. Tu les as déjà, comment tu as constitué ton deal flow, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et justement, c'était comment tu les as choisis? C'était quoi qui t'a fait vibrer? J'ai commencé en fait au moment du confinement, quoi, puisque ça a correspondu un peu. Moi, j'ai quitté MSCI en février 2020, donc tout ça c'est récent, hein, donc ça fait 3 ans. Et donc c'était un peu bizarre parce que j'étais venu me confiner en France, on était rentré, et donc tout ça s'est fait par vidéo. Et donc je l'ai fait un peu comme avec la même méthode que ce qu'on évoquait auparavant, c'est-à-dire sans trop de méthode, mais avec une méthode qui se structure au fur et à mesure des expériences. Okay. Donc j'ai commencé en fait parce que un copain m'a appelé et m'a dit mon fils fait une levée de fonds, tiens, tu pourrais jeter un œil sur son pitch pour le conseiller. Ouais. Et puis j'ai regardé le pitch et puis j'ai dit mais tu sais, moi ça peut m'intéresser, pas juste pour te donner 2-3 conseils, mais pour investir. Puis après les gens avaient vu que j'étais parti, donc dans le monde financier, j'étais un peu connu, donc il y a des anciens collègues ou concurrents en l'occurrence, voilà, qui avaient monté une boîte et qui me disent Laurent, on a vu que t'étais parti, nous on cherche des gens pour rentrer au capital et puis nous aider au comité stratégique. Est-ce que voilà, donc un peu comme ça par réseau. Et puis après j'ai mis Business Angel sur mon profil LinkedIn et là j'ai reçu 10 propositions par semaine. Ah ouais. Et en fait, comme c'était le confinement, que j'étais comme tout le monde, quoi, je m'emmerdais un peu chez moi. Et en fait, moi, je venais de passer 5 ans. Alors, je vivais à Londres, mais j'étais dans un monde américain, quoi. J'étais dans une boîte américaine, entouré d'Américains, et donc j'avais un peu l'impression de rentrer au pays malgré tout. Ouais. Et donc je rentrais au pays et je me disais comment ce pays a évolué, quoi, depuis 5 ans. Et je vois ces dizaines de jeunes gars et filles, plein de projets hyper structurés. Enfin moi à leur âge, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était un business plan, un EBITDA, un truc. Et maintenant ils apprennent tout ça. Ouais. Et puis il y a la BPI, il y a tout un écosystème. Bienvenue dans la Startup Nation, monsieur. Oui, tu vois, et donc ça, en tout cas, on peut pas dire que ça existe au moins. Ouais. Et en tout cas, quand je suis parti, moi, ça n'existait pas. Et donc j'ai été vachement impressionné. Et donc c'est vrai que j'ai fait quelques investissements au départ
un peu irrationnel, un peu coup de cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui m'appelait sur LinkedIn ou une fille et ils me présentaient leur truc, le pitch. Je dis ok, j'y vais, je te connais pas, je t'ai jamais vu que sur la vidéo, mais Incroyable. j'ai envie de t'aider et il y en a certains, je pense que ça va faire des relations de long terme. C'est pas D'autres, ça va forcément pas marcher, ça, les c'est la plus vie. mauvais investissements, je pense. Hein. Oui, exactement. Donc un peu vraiment de manière pas sentimentale parce qu'ils avaient des vrais projets et puis des vrais. Alors après, voilà, bien évidemment, je suis rentré dans des clubs de business angel, j'ai fait des choses. Par exemple, j'ai voulu aller dans des secteurs que je connaissais pas du tout. Par exemple, les biotech. Bon, ça, je pouvais pas le faire tout seul parce que j'y connais rien. Donc ça, je l'ai fait avec des clubs de business angel où eux, ils ont des gens qui regardent, qui sont experts, qui peuvent analyser les boîtes, etc. Après, j'ai fait des trucs avec des fonds, enfin voilà. Mais ça a été un peu, voilà, un peu comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, du coup, je suis plutôt dans une phase de, un peu comme beaucoup malheureusement, mais de stand-by, on va dire. Pas simplement parce que il y a des temps incertains, mais parce que aussi je me concentre un peu sur mon portefeuille existant. J'ai quand même fait, Ouais. voilà, j'avais dédié une enveloppe à ça. L'essentiel de l'enveloppe a été investi et je sais que les boîtes là vont avoir besoin de bridge, de financement intermédiaire, de faire des second tours de levée de fonds et ils ont besoin que les historiques, les actionnaires historiques les accompagnent. Donc pour le moment, je me concentre plutôt sur mon portefeuille existant. Bon, même si je continue à regarder quelques opportunités, bien évidemment, mais j'essaye de les accompagner un peu dans la durée. Si aujourd'hui, il y avait une grande institution financière qui t'appelait et qui te faisait un pont d'or. Ah bah c'est arrivé, ouais, c'est arrivé il y a pas très longtemps, ouais. Ouais. Bah, Tu te poses la question quand même ou pas? C'est-à-dire, tu regardes. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, d'une part, parce que moi, je respecte les gens, quoi. Quelqu'un qui vient te dire, on a envie de toi, tu n'en vois pas bouler. Ouais, t'évites. Non, mais on est humain, donc quand quelqu'un vient te dire, on t'aime. En plus, là, en l'occurrence, je me souviens très bien, cette proposition, je l'ai eue. Je venais de faire un salon du livre où je crois que j'avais vendu 0 livre. Donc j'avais passé une après-midi d'enfer, et donc je me dis, je suis vraiment une merde, personne s'intéresse à mes trucs. Puis le soir, il y a un gars qui m'appelle. Ça remet un peu d'humilité dans cette affaire, hein, moi je te le dis. Ah non, alors ça, pour ça, c'est génial. Et l'humilité, c'est un mot-clé, hein, d'ailleurs, dans le leadership. Enfin, je pense que moi, j'ai été aussi un leader littéraire, pas simplement parce que j'aimais les mots et enfin, je faisais attention aux mots et au choix des mots, mais aussi parce que j'étais humble. Parce que on peut pas être, enfin, pour moi, une des grandes leçons de la littérature, c'est l'humilité, parce que nécessairement, on se confronte à l'altérité, on apprend des choses. Et le fait d'écrire, ça rend humble. Donc bref, et moi, cette expérience, bien évidemment, m'a ramené un peu sur terre s'il y avait besoin. En tout cas, j'ai perdu le fil de ta question, mais si on t'appelait aujourd'hui, voilà. Donc je réfléchis, bien évidemment, j'écoute les gens, et puis à la fin, je dis non parce que je suis super heureux dans cette nouvelle vie que j'ai. Elle a l'immense avantage de faire en sorte que je me sens utile, je transmets, ce qui est pour moi hyper important à ce moment de ma vie. Ouais. Je continue à être actif, j'ai plein d'activités, et puis en même temps j'ai encore de la bande passante, donc je peux rester ouvert à des nouveaux projets, à des nouvelles collaborations, je peux continuer à rêver un peu, reprendre un poste opérationnel. Même si c'est très beau, voilà, ça serait une rupture et ça m'obligerait de renoncer à tout ce que j'ai engagé. Et puis j'ai aussi mon entourage, donc c'est les postes, notamment dans les grands groupes ou et dans la finance, c'est des postes magnifiques, mais qui sont très durs. Donc après, c'est aussi peut-être, faut être honnête, hein, peut-être que j'ai plus le courage ou de me faire mal, comme il le faut, parce que c'est très très dur. Ouais. Comment on fait quand on a une carrière comme ça? Là, je parle plus de tes jeunes années et qu'on a 5 filles. Bah, déjà avec 2, j'ai du mal à m'en sortir. Alors avec 5, j'imagine même pas. Bah, comment on fait, je sais pas, je sais comment j'ai fait, mais c'est vraiment le dernier. D'une manière générale, j'aime pas donner de leçons ni faire la morale, mais alors c'est le dernier domaine dans lequel je me risquerais à le faire parce que ça, par principe, le fait d'être parent, c'est une des rares choses d'ailleurs dans la vie que personne nous apprend vraiment. Ouais. C'est-à-dire tes parents t'apprennent pas à être parent, l'école t'apprend pas à être parent, la République t'apprend pas à être parent, le service militaire quand on avait un t'apprend pas à être parent, donc faut apprendre tout seul, sur le tas, un peu en regardant les autres autour de soi. Et
Et donc du coup, il n'y a pas de méthode et puis on peut faire les choses bien et le résultat nous appartient pas de toute façon parce que la vérité c'est que il faut d'abord les éduquer à la liberté et ça suppose d'abord de s'éduquer soi-même en tant que parent à accepter leur liberté à eux. Donc c'est joli ça. Oui, ouais. Et donc c'est jamais il y a pas de méthode, pas de. Mais bon, moi ça a été à la fois un immense bonheur, d'une part d'avoir une fratrie, alors 5 filles, en plus, elles s'entendaient vachement bien, enfin, ça fait une fratrie, voilà, un peu unique, un peu spéciale, avec, et donc ça, c'est un immense bonheur, le fait de vivre, du coup, entouré de femmes. Moi, j'ai été élevé par ma mère, seule, je me suis marié très jeune, et puis on a eu très vite des enfants, donc, et je vis avec, donc, j'ai eu 5 filles. Il y a un roman à écrire, hein. Entouré de femmes. Donc, je pense que ça m'a aussi beaucoup structuré, on va dire. Ok, nous y revoilà. Alors, petite interruption, je sais pas, il y a encore... en ce moment, ça saute assez régulièrement, mais heureusement, on a réussi normalement à tout retrouver. Mais de toute façon, Laurent, là, on a déjà fait un bon tour, on va dire, de tout ça. Si t'avais... Déjà, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je t'ai pas posée? Waouh, non, mais c'était un dialogue naturel, spontané, donc voilà, j'avais pas vraiment fait de calcul non plus, mais je crois pas qu'on ait Tes filles, elles ont lu le roman où ça parle de leur grand-père? Oui, bien sûr, elles l'ont lu. Alors avec, comme ça parle aussi de leur grand-mère et que leur grand-mère, elles l'ont connu, je pense qu'elles ont été un peu plus sensibles à cet aspect-là, en fait. Sensibles au sens où peut-être qu'il y a des choses qui les ont surprises, heurtées, parce que ça correspondait pas à l'image qu'elles avaient de leur grand-mère. Donc ça, c'est toujours un petit peu le risque quand on écrit un roman qui reste un roman. Oui, et comme moi, l'œuvre de fiction, donc. Voilà, tu fais des changements, tu fais des modifications, pour faciliter la lecture et le récit. Et donc parfois ça peut créer des choses, mais bon non, il y a pas eu j'ai pas eu en tout cas de ma famille de retour horrifié par rapport à ce qu'elles ont lu. Et puis un peu comme moi, j'explique dans le livre à la fin que quelque part j'ai grandi, j'ai vécu jusqu'à présent en étant orphelin de père et que grâce au roman maintenant j'ai l'impression de ne plus l'être parce que j'ai trouvé un père. Et elles ont un grand-père maintenant, donc ça valait le coup. Ok. Rien à dire avec ça. Si on a, je sais pas, des gens qui veulent te contacter, soit pour le roman, soit pour des investissements, soit pour aller prendre la tête du FMI, comment ils font? Non, mais d'une part, je suis sur LinkedIn, comme tu le disais, donc pas de problème, je consulte régulièrement. J'ai créé un site qui s'appelle Laurent Seyer en un seul mot auteur.fr, et là c'est sur mon activité d'écrivain. Je mettrai le lien. On peut aussi contacter à travers ça, puis ça donne des choses sur des renseignements sur les 3 livres, et puis ça explique aussi. J'ai commencé en fait à faire des présentations d'entreprise. Alors j'en ai pas fait une activité pour le moment, je le fais juste à titre amical et bénévole, j'allais dire. Mais en fait, ça marche très bien. Donc je pense que je vais essayer de développer ça un peu l'année prochaine. C'est-à-dire que je raconte un peu, non pas ce qu'on vient de se dire, parce que là on est allé au fond des choses, mais je partage un peu mon expérience. Je parle du livre, et puis je parle de mon expérience, et puis un petit peu de la comparaison, voilà, entre les deux milieux. Ce que m'a apporté le fait d'avoir cette formation littéraire dans un monde de scientifiques. Donc en fait, les gens de l'entreprise, ça leur permet de s'évader un peu à travers l'histoire que je raconte et puis mon expérience d'écrivain, et puis en même temps d'avoir quelqu'un en face d'eux qui parle le même langage auquel ils peuvent se raccrocher. Donc en fait, j'espère, voilà, s'il y a des entreprises qui souhaitent que je vienne parler avec devant leur staff ou leurs clients, enfin ça je le fais avec plaisir. Et voilà, c'est pour moi une manière aussi de continuer à transmettre et puis de faire connaître les livres aussi. Ça m'amène une question. Alors j'en aurai encore pour 3 heures des questions. Mais, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un qui t'a lu vient t'en parler, quelqu'un que tu ne connais pas vient t'en parler? Ça doit être une sacrée expérience, ça.
T'avais d'ailleurs posé une question qui se rapprochait de ça, puis j'ai eu une diversion. Donc, non, ça c'est une super question. C'est ce qui est incroyable avec la littérature, c'est que d'emblée on va à l'essentiel. Et donc, tu as quelqu'un en face de toi que t'as jamais vu de ta vie, et parce qu'il a lu ton livre ou elle a lu ton livre, elle va tout de suite te parler de choses qui sont essentielles pour elle. Parce que voilà, la littérature, en plus moi, ce que j'écris, je raconte des histoires, mais le but c'est toujours d'essayer de voir comment les événements que je raconte, comment ils ont impacté les gens à l'intérieur. C'est ça qui m'intéresse moi. Et du coup, ça fait écho en eux. Pas simplement parce qu'ils ont lu une histoire marrante ou qui leur a rappelé des choses, mais parce que ça les a bougés, ça leur a rappelé des émotions, ça leur a rappelé, ça leur a fait se poser des questions, etc. Donc ça, j'ai eu des expériences mais incroyables. Pour le premier, j'ai notamment un souvenir où j'étais allé faire une présentation dans un lycée et donc c'était des professeurs qui avaient organisé ça. Il y avait plusieurs classes et en fait, mon premier livre, en la faisant rapide, c'est l'histoire d'un adolescent qui traverse le divorce de ses parents et qui, quelque part, trouve un refuge affectif dans le foot parce qu'il a l'impression que ses parents l'aiment plus ou qu'il n'arrive plus à les aimer à cause de leur divorce. Donc, voilà. Et donc, je vais pour parler de ce livre devant. Et puis, il y avait 3-4 professeurs qui étaient là, puis ils me disent, avant de faire la présentation avec les classes, le proviseur du lycée voudrait vous voir. Et donc, pas de problème, on y va, il veut vous payer un café, donc on va prendre le café. Un monsieur assez strict, vous voyez qu'il est l'autorité, un proviseur. Et donc les gens n'étaient pas très à l'aise, on voyait que c'était pas une ambiance très détendue. Et puis tout à coup, ce monsieur me dit, alors j'ai plus les mots exacts, mais monsieur, votre livre, en fait, vous avez raconté ma vie. Et quand j'étais jeune, il se m'a raconté, il dit, les circonstances étaient différentes, mais bon, j'ai eu un grave accro avec mon père, j'ai quitté la maison, j'ai fait une vraie fugue, c'est-à-dire je suis vraiment parti de chez moi, j'ai plus revu mes parents et j'ai fait une tentative de suicide et tout, et ce qui m'a sauvé, c'est le foot. Parce que je suis rentré dans une équipe de foot et puis j'ai commencé à m'occuper des équipes de jeunes, etc. Voilà. Et donc, là, il se passe quelque chose, quoi. Et je vois la tête des enseignantes qui étaient là, mais elles étaient livides. Et donc, au sort, je remercie le proviseur, je lui dis que j'étais touché, et puis elles me disent, monsieur, vous vous rendez pas compte de ce qui vient de se passer? Parce que le proviseur, on ne sait même pas ce qu'il aime dans la vie, s'il va au cinéma, il nous a jamais parlé de lui. C'est quelqu'un de hyper discret, de très sévère, un peu austère, etc. Et là, tout à coup, parce qu'il y avait eu un livre, il est dans des dispositions où, devant ses collègues, il s'ouvre d'une manière qui n'était jamais arrivée auparavant. Et donc ça, c'est le truc le plus touchant. Il y a le côté un peu troublant que les gens se mettent à te parler de personnages que tu as inventés. Alors là, c'est mes parents, donc c'est différent. Mais c'est encore plus fort, en fait, avec des personnages inventés, quand les gens commencent à me dire « Ah, j'ai adoré Nick dans le 2e livre en Angleterre ». Et puis je me dis, mais elle connaît Nick alors qu'il existait que dans ma tête. Et donc ça, c'est génial de voir les personnages qui ont pris vie, en fait, dans la tête des lecteurs. Et puis, c'est surtout, dans le monde de l'entreprise, on est quand même dans un monde où, même si moi j'étais, je pense, un manager très proche des gens, où on est obligé à une certaine forme de retenue, les émotions n'ont pas vraiment leur place, on laisse la vie privée de côté, et donc ce qui est normal, c'est aussi un peu par respect vis-à-vis des autres, mais du coup ça peut donner parfois des relations un peu froides et les gens peuvent regretter ça. Alors le monde de la littérature, c'est l'inverse, on est à fond d'emblée dans l'émotion, et donc il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux, mais moi c'est vrai que ça c'est très très touchant. Et donc je parle plus maintenant de millions, je vends pas mes livres par par milliers, malheureusement, ou quelques milliers, mais pas par dizaines de milliers ou centaines de milliers. Donc c'est une échelle qui n'a rien à voir, qui est minuscule, microscopique par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le monde de l'entreprise. Mais en revanche, quand il y a des expériences, c'est tout de suite sur l'essentiel. C'est tout de suite très profond et ça touche les gens peut-être de manière très durable, je pense. C'est la beauté des livres. Alors, comme j'ai un littéraire, un romancier, enfin
Quelqu'un a la référence sur les 7 dernières questions de la colle, effectivement librement inspiré du questionnaire que posait Bernard Pivot à la fin d'Apostrophe. En plus, moi j'ai l'âge d'avoir vu Apostrophe en pareil, direct. Hein, donc, pareil, ouais. C'est ce qui m'a, entre autres choses, fait aimer la lecture. Alors, dis-moi Laurent, quel est ton mot préféré ? Alors c'est un mot double, mais c'est fort intérieur. Voilà, parce que d'une part parce que pour moi, encore une fois, ce qui m'intéresse toujours dans les gens, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Tu vois, quand au début de l'émission, tu m'as dit présente-toi, ou t'as pas posé la question en disant qui suis-je, mais tu vois, c'est des fois qui es-tu ou qui êtes-vous, et comment voulez-je répondre à cette question, c'est vertigineux comme question. Mais ouais, mais c'est pour ça que je la pose comme ça aussi. Voilà, ouais. Et on n'arrive pas à y répondre, mais peut-être qu'au bout d'une heure, on s'est révélé à travers les échanges, à travers les expériences, le partage d'expériences, et ça dit un peu de qui on est, et voilà. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, on est parfois un peu trop sensible à ce qui est extérieur, à ce qui est peut-être la réussite, et on fait pas assez attention à ce qui vient de l'intérieur. En tout cas, moi, quand je recrutais des gens, j'essayais toujours de comprendre qui était vraiment cette personne au fond. Et puis fort intérieur, ce mot, je trouve qu'il sonne bien. Le fort, ça s'écrit F-O-R, mais on pourrait l'écrire avec un T, parce que si on est quelqu'un de l'intérieur, comme dit Francis Cabrel, on est fort, et c'est une force, bien évidemment, d'avoir une vie intérieure, d'avoir une intériorité. Donc, c'est même pas que romancier, c'est un peu poète, là, ça y est, ou philosophe même. Je sais pas si c'est poète, mais voilà, donc fort intérieur, je trouve que c'est un très joli mot, et d'ailleurs, je crois qu'il est dans mes 3 livres. C'est un mot que je casse à peu près. Voilà, t'essayes de le replacer à chaque fois. Voilà. Alors, le mot que tu détestes. Ah ben là je vais faire un peu une réponse d'auteur, mais je pense que aucun mot ne mérite qu'on le déteste. Et c'est pas les mots qui sont détestables, c'est l'usage qu'on en fait, c'est les idées et les idéologies qu'on essaye de faire rentrer dedans. C'est parfois la manière dont on les kidnappe et dont on détourne leur sens au profit d'une idéologie. Et ou la manière dont on les martyrise en les utilisant mal, en les écrivant mal, en les déformant. Donc voilà, mais je peux pas détester un mot. Non. Le son ou le bruit que tu aimes? Écoute, c'est la guitare de Mark Knopfler. Ok. Dire Straits, que je pense qu'une note me suffirait à la reconnaître. J'ai dû le voir 25 fois, je pense, sur scène. Okay. Je suis un immense fan de cette musique et de ce compositeur. C'est la fameuse pochette d'album où tu as une guitare en métal. Exactement. Tu les vois pas, mais derrière moi, il y a des photos de Mark Knopfler. Ouais, l'album en métal, c'est Brothers in Arms. Ah voilà, Brothers in Arms. Voilà, et une magnifique chanson sur la guerre qui aurait pu. J'ai mis il y a une chanson de Dire Straits, un extrait d'une de leurs chansons de Brothers in Arms qui est en épitaphe. C'est une citation au début d'un de mes livres, de mon 2e livre. Comme certains romanciers, tu mets dans tes livres les musiques que tu as écoutées alors que tu écrivais ou pas? Alors non, je le mets pas dans le livre, non. Mais parce que sinon ça serait toujours du Dire Straits. Ah d'accord, ok. Bon, ok. Le son ou le bruit que tu détestes? C'est le coup de sifflet final lors de France-Argentine, la dernière finale. Celui-là, il résonne. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a mis un coup de déprime cette affaire. Ah ouais. Ah mais je suis sorti de chez moi, j'étais vraiment déprimé. Hein. Parce qu'on y a cru. C'est la magie du sport. On y a cru, et puis on y a d'autant plus cru que pendant très longtemps, on n'y a pas cru. Et parce que c'était quand même mal engagé. Et puis, il y a cet aspect, qui est cette dernière occasion de Colomani où s'il marque, on est champion du monde, c'est fini. Et puis, il marque pas, le gardien l'arrête. Et là, c'est toujours pour moi un peu une parabole de ce que sont nos vies. Des fois, il y a des moments comme ça se joue en peu de temps. Et pourquoi il a pas marqué? Peut-être parce qu'il a pas assez travaillé, il était pas assez en forme, on l'a pas assez bien coaché. Pourquoi le goal l'a arrêté? Parce qu'il s'était bien entraîné. Donc on peut toujours expliquer pourquoi ça s'est fait comme ça, mais la vérité c'est que ça aurait pu basculer. Et puis du coup ça nous donne envie de le gars il t'explique la philosophie de la vie avec le football. C'est trop fort. Ouais, absolument. C'est trop fort. Ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Mais j'ai pas vraiment, en fait. J'ai réfléchi comme je savais que tu allais me poser la question, mais la vérité, c'est que je crois que j'en ai pas vraiment. Moi, j'aime beaucoup les insultes, en fait, dans les stades anglais de foot. J'adore le foot anglais, je vais très très souvent dans les stades. J'adore les stades, en fait. Le foot, pour moi, c'est avant tout les stades. Et donc, comme j'ai vécu en Angleterre 8 ans en tout, j'ai beaucoup fréquenté les stades anglais. Mon deuxième livre se passe à Liverpool, donc j'ai beaucoup fréquenté Anfield Road, le stade de Liverpool. Et alors les Anglais ont ce don d'improviser en fait des insultes, en les chantant. Et donc bon, alors il y a des choses qu'on ne peut pas partager, c'est pas toujours de la grande poésie, mais c'est souvent très drôle. Et voilà, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est les supporters de l'équipe qui perd et qui se mettent à chanter. You're nothing special, we lose every week, we lose every week. Ah oui. Donc, voilà, c'est pas grâce à vous, c'est nous qui pardon toutes les semaines. Bon, enfin voilà, des trucs marrants. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'insultes qui revient comme ça. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Alors, c'est Bernanos. Donc, je vais la dire, c'est plus simple. On ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Voilà, c'est un peu excessif dans la formulation parce que c'est Bernanos, donc nécessairement, voilà. Mais ça on revient à l'idée de fort intérieur. Hein. Voilà, c'est cohérent avec le fort intérieur et ça dit une vérité. Et moi, je suis pas du tout pour un repli sur soi, pour vivre dans un monastère ou pour se fermer du monde. Mais je pense que encore plus maintenant dans ce monde connecté, dans ce monde d'information permanente et immédiate, dans ce monde d'hypersensibilité et d'hyperréactivité permanente, c'est encore plus indispensable de cultiver son fort intérieur, sa conscience, parce que sinon on est juste porté par ce flux, ce flot extérieur qui nous est extérieur et donc qui n'est pas nous. Donc je pense que cette phrase pour moi elle dit quand même des choses assez vraies. Parfait. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire ? Alors écoute, c'est marrant parce que voilà, on a eu quand même un long entretien très personnel et puis on n'a pas parlé de religion. Alors moi je suis croyant, donc je suis catholique pratiquant. Si, mais je t'ai pas emmené dessus, mais parce que en 2012, monsieur, vous avez commis un bouquin sur. C'est. Ah non, oui, non, c'est pas un bouquin, ça en fait, c'est une conférence que j'avais faite sur l'argent, l'argent dans la vie chrétienne, parce que oui, comme j'étais dans des métiers d'argent et que j'étais chrétien, donc je me suis intéressé beaucoup à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est un certain nombre de textes écrits par des papes ou par des évêques sur l'argent. Et notamment Jean-Paul II a pas mal écrit en fait sur l'économie, et donc il y a toute une doctrine dans l'Église de théologie qui a été développée sur quel doit être le rapport qu'on a à l'argent. D'accord. Alors c'est sûr que c'est un peu challenging quand t'es dans des métiers comme ceux que j'ai fait, et donc il y a des remises en cause. Voilà, donc moi je me suis beaucoup intéressé à ça. Ça m'a pas empêché de continuer ma vie de banquier parce que je pense que c'était un métier utile, mais peut-être que ça a joué aussi dans la manière de me donner une forme de distance par rapport à ces activités-là, de pas les idolâtrer trop, de pas en faire un absolu et de les mettre un peu à distance malgré tout. Donc fallait pas en Dieu, faire le veau d'or. Moi je pense qu'il existe. Et en fait mon expérience avec lui, c'est que quand il a un truc à dire ou quand on arrive à l'écouter, quand on prend le temps de l'écouter, c'est qu'on entend rarement ce à quoi on s'attend ou ce qu'on aimerait entendre. Et donc je n'oserais pas mettre des mots dans sa bouche parce que je sais que je me tromperais, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de l'écouter et que je crois avoir entendu quelque chose, c'était rarement ce à quoi je m'attendais, et c'est toujours un peu perturbant, ça nous remet en cause, ça nous pousse un peu plus loin, ça nous oblige à renoncer à des choses auxquelles on tient, ça nous met face à nous-mêmes, donc dans la prière, et donc cette rencontre sera forcément surprenante. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ça sert à rien d'essayer d'imaginer ce qu'il pourrait me dire parce que je sais que ça sera différent de ce à quoi je m'attends. Ok, ça marche. Je prends. Laurent, encore un grand merci du temps que tu nous as consacré. C'était passionnant et puis
je te dis, cette métamorphose, je la trouve hyper intéressante. J'invite donc tout le monde à lire d'étranges auteurs publiés en 2022 aux éditions Finitude. Le prochain, c'est quand ? Les 3 premiers, c'est 2018, 2020, 2022. Donc on peut espérer que le prochain soit 24. Ah oui, ça fait loin, Ah oui, mais quand même, d'une part, Finitude, ils ont d'autres auteurs, comme je dis, ils sélectionnent beaucoup les gens qu'ils publient, donc du coup, ils en publient pas beaucoup. Et puis non, je pense que plus que tous les 2 ans, de toute façon, même moi, pour mon rythme, le temps de l'écrire, de bien le travailler, tous les 2 ans, c'est pas mal, ouais, quand même. Ok, allez, tous les 2 ans, ça marche. Laurent, merci beaucoup. Bye bye. Merci à toi, Pierre. Merci. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne